Bienvenue dans Charge Positive, le podcast qui vous aide à recalibrer vos intuitions et à entrevoir des futurs optimistes parfois bien cachés derrière des peurs ou des idées reçues trop souvent fausses. Il est facile de perdre de vue que nous sommes à un âge d'or de l'humanité et plus encore d'imaginer que le plus beau reste à venir. Avec mon ami Martin Charpentier, passionné de tech et entrepreneur depuis une douzaine d'années, ainsi que mon ami Tim Soré, créateur du studio de jeux vidéo Hot Tales, nous avons décidé de vous parler de tous ces sujets qui nous passionnent. Quant à moi, je suis Benjamin Code, youtubeur tech, développeur web, et j'ai l'immense plaisir d'être votre hôte pendant ce podcast hebdomadaire qui nous tient tant à cœur. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Et bonjour les gars, bonjour à tous, comment ça va? Ça fait trop plaisir de vous voir, on est un de plus. Je suis overwhelmed, bonjour. Salut Ben. Salut tout le monde. Écoutez, aujourd'hui on est tous réunis pour parler d'un sujet de longévité, donc vivre 150 ans. Comment, dans quel état on en arrive à cet âge-là? Pourquoi on vivrait aussi longtemps? Qu'est-ce qui se passe avec les retraites dans ce cas-là? Très bonne question, que personne n'avait anticipé, j'imagine. Multiplier par 2 l'espérance de vie, on l'a déjà fait par le passé, et c'est encore l'objectif de certains rêveurs aujourd'hui qui mettent tout en œuvre pour le réaliser dans un futur proche. Cette vie potentiellement 2 fois plus longue pose de nombreuses questions technologiques, éthiques, philosophiques, et c'est le sujet de Charge Positive aujourd'hui. En plus de mes 2 habituels compères, de mes 2 habituels mousquetaires, nous sommes accompagnés aujourd'hui d'une 4e personne particulièrement pertinente sur le sujet, vu qu'il s'agit du CEO de Chipiron, une start-up à la croisée de la tech et de la médecine. Evan, merci de nous rejoindre dans ce podcast. Alors, la raison pour laquelle j'ai pensé à inviter Evan ici, c'est parce que je le suis depuis un petit moment lors de ses aventures, puisque c'est un ami à mon petit frère à la base. Et c'est vrai que je l'ai vu commencer à entreprendre et commencer à avoir un état d'esprit que je trouve assez rare en France, c'est-à-dire un état d'esprit de builder, de constructeur, de quelqu'un qui est en train de faire des choses, en train d'essayer de changer le monde, de l'améliorer, d'améliorer la condition humaine. Et tout ça de façon sans scrupule, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, quand je dis sans scrupule, c'est-à-dire... Non, mais... Comment ça On va prendre des slides. Parce que je viens de l'anglais quand je pense à ça, encore une fois, j'essaie de traduire dans ma tête. Ce que je veux dire, c'est unapologetic en anglais, c'est-à-dire sans faire de concessions? Ouais, changer le monde sans concession, c'est-à-dire qu'il faut, il y a une sorte de désir profond d'y aller, quoi. Il faut pas attendre, il faut y aller maintenant, il faut le faire. Et voilà, et ça j'apprécie, donc merci à toi Evan d'entreprendre, merci à toi de faire tout ça, et merci de nous avoir rejoints pour ce podcast. Merci beaucoup Tim, franchement quelle introduction de fou furieux, ça me fait très plaisir d'être là avec vous. Du coup 2 mots sur ce que je fais, j'ai construit Chipiron, ça fait 3 ans et demi à peu près, qu'on est en train de fabriquer une nouvelle génération de machines IRM qui répond au manque d'accessibilité cruel qu'on peut observer de cette modalité d'imagerie. L'IRM s'est impliqué dans le dépistage de la plupart des maladies mortelles, dans leur suivi, dans leur prédiction même, dans beaucoup de thérapies non invasives. Voilà, on parle beaucoup des thérapies non invasives ces derniers temps, thérapie laser, ce genre de choses où en fait on ne vient pas amener une molécule agressive dans le corps et on ne vient pas non plus essayer d'ouvrir pour opérer en local, et c'est l'imagerie qui permet de faire ce genre de procédure ultra non invasive, et l'IRM est de loin la meilleure des modalités d'imagerie, et c'est largement l'un des goulots d'étranglement sur le fait que ces thérapies soient largement plus accessibles à tous, dans tout un tas de pathologies, etc. Donc nous, on est en train de fabriquer une machine qui fonctionne à un champ magnétique faible, puisque c'est le champ magnétique élevé des machines actuelles qui explique leur complexité d'installation, leur coût, etc., qui en bout de chaîne résulte en un manque d'accessibilité. Donc voilà, nous on prend le contre-pied et on cherche à fabriquer une machine qui fonctionne avec un champ magnétique faible, ce qui permet de réduire les coûts, réduire la complexité d'installation. Le problème, c'est que c'est compliqué de fabriquer une machine IRM qui fonctionne avec un champ magnétique faible. Si on devait faire un peu une analogie, l'intensité du champ magnétique est à l'IRM ce que la lumière est à l'appareil photo. Donc plus il y a de champ magnétique, plus il y a du signal, plus l'image est joliment résolue, plus on peut faire un diagnostic facilement. Et à contre-pied, du coup, plus le signal est faible, plus le champ magnétique est faible, plus c'est compliqué de faire une belle image. Donc nous, on a une approche qui est très particulière, qui est basée sur le hardware. En fait, on utilise des détecteurs quantiques à la place des antennes normales, qui ont des propriétés de sensibilité très très différentes des antennes classiques. Et en fait, avec ça, d'autres approches techno qui visent à réduire le bruit, etc. Enfin voilà, on adresse les différents points qui expliquent le fait que le signal soit compliqué à obtenir avec un champ faible, et on arrive à faire une machine qui, même avec un champ magnétique faible, fait de très belles images.
Et, C'est un peu brouillon, mais c'est ça l'idée, quoi. non, C'est pas super. du tout clair. Martin, est-ce que tu veux faire un petit commentaire sur les antennes quantiques, vu que c'est ta spécialité? Non, Beth, s'il te plaît. Non, me lance pas là-dessus. Alors, C'est ce que je trouve non, intéressant, non, c'est non. Mais j'avais quelques questions pour Evan, de curiosité, si je peux. Ouais, bien sûr. Dans les ordres de grandeur, en fait, moi, j'ai aucune idée de combien coûte Ouais. tu vois, une machine IRM classique. Je vois, je suis déjà passé dedans, je vois la taille du truc et je sais que c'est un truc qui tourne à Mach 2 autour de toi et qui a l'air très Ouais. très complexe en effet quand c'est décortiqué. Mais par rapport à tes machines, est-ce que déjà c'est la même taille et quels sont les ordres de grandeur, les économies possibles? Ouais. Alors, je vais répondre au point que tu as mentionné et je vais aussi répondre à la question sous-jacente qu'il y a derrière. Donc, en termes de prix, ça dépend du contexte, ça dépend du pays, mais si on prend par exemple la France, une machine IRM en gros, d'entrée de gamme, celle que tu vas avoir la plupart du temps quand tu vas aller à un hôpital, elle va coûter environ 1 million d'euros. Après, la plupart du temps, il faut faire au moins 1 million d'euros d'installation d'infrastructure pour accueillir cette machine dans l'hôpital. Parce qu'elle est très grosse, elle ne se démonte pas, elle passe Donc, pas 2 par les millions portes de d'euros. l'hôpital, donc 2 millions. Et par-dessus ça, c'est des machines qui, encore une fois, à cause du recours à un champ magnétique très intense, tombent souvent en panne pour des raisons que je pourrais détailler et qui ne sont pas forcément très intéressantes. Elles tombent souvent en panne. Du coup, il y a un forfait d'assurance compris dans l'achat de la machine de 10% du prix de la machine annuel, en plus de ça. Et il y a d'autres frais qui peuvent s'ajouter. Donc en gros, sur tu vois, la durée de vie de la machine, qui est environ, en France, environ 7 ans, 7 à 10 ans, c'est à peu près la durée moyenne de vie d'une machine IRM, tu rajoutes l'électricité à ça et on est à plus de 3 millions d'euros. Très Pardon, largement. mais ça me paraît très court. Genre, ça Ouais. doit être très compliqué à amortir du coup. Alors non, parce que ça Non. crache beaucoup de Ah. cash, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, c'est une des raisons aussi pour lesquelles il n'y en a pas plus en France, c'est que le mécanisme on va dire, de comment est-ce que la Sécu adresse l'IRM en France, c'est qu'elle délivre des autorisations aux régions, qui les distribuent aux différents hôpitaux, aux différentes structures de soins de la région, pour contrôler le nombre de machines IRM, pour contrôler l'enveloppe globale associée au remboursement des machines IRM. Donc bref, ça crache beaucoup côté radiologue, mais côté Sécu, côté État, côté Healthcare Insurance, c'est quand même une grosse charge. Du coup, voilà, c'est au moins 3 millions d'euros sur l'installation. C'est aussi très gros, environ 12 mètres cubes. Et il faut une pièce qui est encore plus grande que ça, donc il faut une pièce de 30 mètres carrés à peu près en moyenne pour installer une machine IRM. Donc c'est très complexe. Nous, notre machine, elle est moins chère, mais elle n'est pas beaucoup moins chère. Elle va coûter, tu vois, sur la durée de vie de la machine, on peut imaginer quelque chose comme entre 500 000 et 1 million. Le prix n'est pas encore fixé, plus côté 1 million que 500 000. Donc tu vois, on est sur du 3 fois moins cher, ce qui est beaucoup moins cher, mais pas non plus, on n'est pas un ordre de grandeur en dessous. Après, en termes de taille que ça prend, bah, nous, c'est beaucoup plus petit, ça va être 1 à 2 mètres cubes, et surtout, ça n'aura pas besoin de pièces particulières, avec un blindage magnétique, avec un sol renforcé. Tout ça, nous, on oublie, grâce à la simplicité de la machine. Et donc, la question sous-jacente, c'était comment est-ce que ça se distingue des machines à champ magnétique très intense? C'est tout simplement, on passe, moi, le plus gros, pour moi, la proposition de valeur la plus évidente, c'est le fait qu'une machine IRM aujourd'hui, c'est 12 mois à peu près, c'est un projet de 12 mois, entre le moment où le budget il est alloué pour acheter une IRM et le moment où il y a un premier patient qui rentre dedans, à cause de tous les travaux qu'il faut mettre en place, notamment. Nous, notre machine, elle arrive le jour même, elle fonctionne. Voilà, donc déjà, c'est 2 poids 2 mesures. Et deuxièmement, il y a toute la sécurité magnétique qui explique qu'il fallait faire beaucoup de travaux pour tu vois, mettre un blindage magnétique autour de la pièce. Il y a le fait qu'il y ait une pièce dédiée, parce qu'on est obligé de piéger ce champ magnétique, de le confiner dans un espace. Nous, il n'y a pas ce problème-là. Donc la machine, tu peux vraiment la mettre n'importe où sans avoir un espace dédié. Et même au-delà de ça, les patients qui ont des implants, ce qui est un problème en termes d'interférence magnétique, il n'y a pas de souci avec nous. Et même en termes d'environnement, par exemple, tu vois, dans une salle d'opération, il y a beaucoup d'objets métalliques, ce qui explique que c'est extrêmement compliqué, sinon impossible, de venir y amener une machine IRM. Dans notre cas, il n'y a absolument aucun souci. Et ta machine, elle peut scanner un corps entier ou c'est plus une machine qui va gérer des choses locales? Ouais, alors c'est une très bonne question. Dans le potentiel, nous, on peut faire du corps entier aussi, sans souci, avec notre approche techno, ce qui est assez innovant pour du très bas champ, même une première. Mais dans un premier temps, on va se concentrer plutôt sur faire des zones anatomiques précises, et en particulier la neuro, donc le cerveau et la colonne vertébrale. Ok. Et est-ce que je peux... encore une dernière question. Et là, je fais mon VC, là, je fais ma due diligence. C'est clair. Parce que ça m'intéresse ce que tu fais. En termes d'environnement concurrentiel, est-ce que tu as d'autres startups où tes concurrents directs, finalement, ce sont les vieux de la vieille, quoi. Enfin,
les corporates qui fabriquent ces machines-là? Alors pareil, ça dépend par quel angle marché tu réfléchis. Si tu réfléchis au cas d'usage que nous on vise, on va venir en confrontation plutôt avec les gros qui sont en place. Mais sinon, dans la volonté de rendre l'IRM plus accessible, on a plutôt plusieurs startups. Les gros ne se positionnent pas là-dessus. Mais il y a plusieurs startups qui, entre elles, ont toutes la même approche techno. Et nous, on est vraiment les seuls, on est les vilains petits canards qui avons une approche beaucoup plus risquée côté hardware. Ok, cool. Je m'arrête là. Merci. Super stylé. Bah écoute, c'est impressionnant, hein. Ouais, hyper intéressant. Je trouve ça très cool. Tim, tu avais une sorte tu voulais interrompre, enfin tu voulais apporter quelque chose? Je sais plus. Non, bah en fait, avant qu'on digresse dans tout ça, je voulais juste rappeler ce que c'était un scan IRM pour le grand public, mais enfin que c'est juste ces énormes machines avec des aimants partout, effectivement, qui ont un champ magnétique énorme, et du coup, tu peux pas avoir la moindre bague, la moindre pièce de métal aux alentours, et voilà. Et donc, c'est vrai que c'est des machines hyper avancées, mais en même temps. Et si tu as un implant en métal à l'intérieur du corps, Impossible. quand la machine tourne, il s'arrache? Alors il Genre en pourrait mode s'arracher. film d'horreur? Il pourrait s'arracher, et sinon, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il va s'échauffer. Ce qui revient quasiment au même, hein. Tu te fais brûler de l'intérieur. Impeccable. Ok. Donc Ouais, Wolverine, impeccable, Wolverine il est banni de la machine, déjà, Ouais, c'est c'est mort clair. pour lui. Et juste aussi, d'ailleurs, ouais. Ouais, pardon. J'allais dire d'un point de vue patient aussi, il y a le fait que c'est très claustrophobique comme expérience parce Ouais. que tu rentres dans un tunnel pendant très longtemps. Ouais. Parce que c'est une des caractéristiques de l'expérience d'IRM, c'est qu'elle dure plusieurs dizaines de minutes et il y a beaucoup de bruit. Si vous avez déjà fait une machine IRM, il y C'est a exactement ce beaucoup que de je voulais bruit. dire. Et Ça donne ça, la c'est sensation de rentrer dans un club berlinois en sous-sol avec du tout. Ça fait exactement Eh ben- ce bruit. Et eh tu ben, sais tu quoi ce serais- merdier? Et ben tu serais étonné de savoir qu'il y a des gens qui font de la musique avec le bruit des machines IRM. Je vais No te joke. croire, quand je suis rentré dedans, Ouais. j'ai dit à la docteure, j'ai dit, ça me donne envie de faire des sons. Ça me donne envie de faire des sons, je lui ai dit. Et pour le côté claustrophobe, effectivement, mon père qui lui est ultra claustrophobe, il peut pas rentrer dans un ascenseur, ce genre de truc. Bah, il a énormément de problèmes avec les IRM, quoi, et c'est à chaque fois un sacré moment, quoi. Il faut que les docteurs soient là, le calme en permanence, comme un gros dromadaire, quoi. Donc ouais, c'est Ouais, un. C'est une des principales raisons effectivement de non-efficacité du workflow IRM, c'est que c'est très fréquent en fait les patients qui en fait finalement finissent par bouger, demandent à sortir, Ouais. ne veulent pas rentrer et en fait font perdre du temps Ah, parce d'accessibilité à l'IRM. que ça fout en l'air le scan, du coup, si jamais tu bouges, Ah tu ouais, fais le moindre exactement. truc. D'accord. Exactement, ça fonctionne. Je prenais mon analogie. C'est vraiment une pause longue de photo, quoi. C'est Ouais. comme une pause Ouais, longue. c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, c'est Ok. exactement le même principe. Et est-ce que Très bien. pour rester sur l'analogie, est-ce que vous, avec vos capteurs quantiques, vous augmentez un peu l'ISO? Putain, pas mal. Faudrait que j'y réfléchisse pour savoir précisément comment ça se traduirait. Je dirais que c'est possible que oui. C'est possible que ça. Mais c'est quand même mieux parce que bon, juste augmenter l'ISO, ça peut Ça fait du faire bruit. apparaître le truc tout noir. Ouais, ça fait du bruit. Donc en fait, je pense pas. On a plus de sensibilité. Comment est-ce que ça pourrait se traduire en termes de. Peut-être de capteur de l'ouverture, du caméra coup, l'aperture. Vous augmentez. Peut-être. Je- Ouais, ça doit être ça. Je pense que c'est plutôt ça, ouais. Si Vous tu n'as ouvrez pas fait de l'ouverture photo, de votre good luck pour comprendre votre discussion. Martin, tu dis ça parce que c'est exactement ton cas? Non, je vois très bien ce que c'est que l'ISO, je vois très bien ce que c'est que Allez. l'ouverture, mais c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde. Anyway, En Anyway. tout cas, ce serait cool de montrer juste à l'image, on montrera à quoi ressemble un scan IRM sans la Ouais. structure autour. Si vous regardez un scan IRM nu, le squelette, c'est Oui, une c'est machine de insane. fou. Tu te rends compte que tu es au milieu d'un cercle de métal, de magnétes qui tournent à 100%. Enfin, c'est complètement délirant. Maintenant, le sujet d'aujourd'hui, bon, ben c'est quand même lié à ce que tu fais, hein, monsieur Evan, c'est de soigner éventuellement les gens, de permettre aux gens de vivre potentiellement plus longtemps pour potentiellement atteindre de nouveaux horizons, de nouvelles longévités. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, après ce qu'on va faire maintenant, qui est le Memon's Dump. À savoir, on va se partager des petites nouvelles, de petits trucs qu'on a trouvés récemment sur Internet. Et vu que vous avez probablement pas préparé vos dumps à vous, je commence pour donner l'exemple, pour vous laisser le temps de réfléchir, parce que je suis cette personne sympathique, et parce que ça va me permettre aussi d'introduire une personne dont on va probablement pas mal parler aussi par la suite, vu que c'est absolument la mission qu'il s'est donnée. Je veux parler aujourd'hui de Brian Johnson, du coup, la fameuse personne qu'on appelle le vampire de la Silicon Valley ou je ne sais quoi, qui paraît-il se change le sang et tout ça, qui veut qui veut être très vieux très longtemps. Bien récemment là sur Twitter, il a posté apparemment sa solution miracle pour ne plus perdre ses cheveux, pour reverse la calvitie. Et alors là, je me faisais la réflexion, on est dans un podcast qu'on aurait
pu appeler les chevelus, les Perfect Airline ou je ne sais quoi. J'ai jamais vu d'aussi belle chevelure que maintenant. Donc nous, on pourrait s'en foutre un petit peu, mais pour tous les frères qui galèrent, qui ont la airline qui recule de ouf, eh ben aujourd'hui, Brian C'est Johnson. bien, le lore du podcast s'étend encore avec un nouveau mème. Bravo Ben. Faut bien. Et ouais, Brian Johnson a partagé du coup ce truc et c'est fou, tous les ingrédients, tous les trucs qui s'injectent pour gérer ça. Je crois même qu'il se met une casquette qui lui envoie des infrarouges sur le Ouais. cuir chevelu. Il bouffe des milliards de trucs et tout. Est-ce que vous avez vu passer ça? Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Moi j'ai vu passer qu'il s'est complètement, il se fait des sortes de gigadialyse où il change complètement son plasma avec un bac de plasma et tout. Ça c'est un peu choquant. Et il a fait ça, je crois, avec son père. Enfin, il annonce des son des fils stats aussi. incroyables de rajeunissement. Tu sais, sur tes balances connectées, t'as ton âge métabolique là. Il arrive à gagner 15 ans. Bref, j'ai aucune idée de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est bon pour la santé. J'imagine que ça coûte très cher et que c'est pas accessible à tout le monde. Mais donc, s'il vous plaît, éclairez-moi. Ah. Tim, alors là, Tim, il rate. Moi, je me lance. Il Non, manque mais de après, nous de on va ton laisser- savoir infini. non, mais c'est juste que c'est quand même génial que quelqu'un se dise ma fortune, je vais la claquer. Qu'est-ce qui se passe si on mettait 1 million, 2 millions par an dans la santé, tu vois, par personne? Et ça paraît délirant de se dire ça, parce qu'aujourd'hui on dit ah c'est pas accessible, il y a que les riches qui peuvent faire ça. Ouais, mais ce qu'il fait maintenant, c'est ce qui sera accessible à tout le monde dans 100 ans, ou peut-être même dans 50 ans. Ouais. Donc en fait, quelque part, il teste un peu les thérapies de demain, qui seront beaucoup plus accessibles parce que les coûts vont se réduire au fur et à mesure. Donc je trouve que ce mec, il fait un taf hyper important finalement pour nous tous. Il accepte de devenir un rat de laboratoire en fait. Il se dit je vais tester un tas de trucs, de thérapies bizarres, de trucs étranges. Je vais me changer mon plasma, je vais faire ci, je vais m'injecter des trucs dans les genoux pour rajeunir mes articulations. Et finalement, merci Brian Johnson quoi. Pour moi, je trouve qu'il fait du mal à personne en faisant ça. Et même il nous informe de toute sa recherche parce que tout ce qu'il trouve et tout ce qui fonctionne, et ben il nous l'amène après. Il nous dit regardez, moi j'ai fait ça, ça fonctionne. Si ça vous intéresse, allez-y quoi. Donc Ouais. je suis plutôt pour. Ouais. Moi, je suis exactement du même avis que Tim sur tout ce qu'il a dit. Et même en fait, au-delà même, on pourrait même étendre parce qu'il y a une partie des thérapies qu'il explore qu'on peut pas s'offrir, certainement. Enfin, là, il n'y a pas de question d'accessibilité pour l'instant. Il fait vraiment, voilà, il est pionnier sur ces domaines-là. Par contre, ce qu'il nous donne, ce qu'il nous montre, et donc ce sur quoi il nous éduque tous, et qu'on peut faire à notre échelle, c'est le fait d'être vraiment science-based, donc vraiment utiliser toujours des informations véritables et pas se laisser hyper par un marketing qui paraît fiable, mais toujours regarder en profondeur si ça fonctionne. Et notamment, j'en veux pour illustration le fait qu'il a un peu pris en cible AG1, qui est une solution de complément qui est surtout, je pense, très populaire aux États-Unis. En Europe, je connais pas beaucoup de gens qui les consomment. Et où en fait, quand tu t'intéresses à la science, vraiment aux informations et vraiment ce qui a été démontré dans des environnements cliniques, les doses de tous les micronutrients qui sont claim par AG1 et tous les bénéfices, en fait, il n'y a pas de lien entre les bénéfices claimés et la proportion de micronutrients qu'il y a dans leur solution. En fait, c'est complètement bullshit. C'est C'est vrai l'homéopathie, quoi. que... Exactement, c'est l'homéopathie Tim, un peu améliorée. Et donc lui arrive et vraiment nous éduque là-dessus, et ça c'est un truc qu'on peut implémenter à notre échelle, et je trouve que c'est super intéressant. Ouais, il partage tout sur son site, c'est ça, il a un site et tous les trucs qu'il fait, tout est répertorié et tout. Et juste en 2 mots, ce gars-là, en fait, on est d'accord, c'était un start-upper avant, c'était un gars de la tech et il a fait fortune avec une de ses boîtes, je sais plus laquelle, je me souviens Ouais. plus exactement. Mais aujourd'hui, Ouais, il est pété de blé et voilà, c'est sa deuxième aventure et je trouve ça assez cool. Et comme tu dis, Tim, il fait de mal à personne en faisant ça parce que de toute manière, même si ce qu'il prend c'est pas bon ou quoi que ce soit, personne peut l'imiter quoi, pour l'instant. Parce que c'est un peu la version moderne, tu sais, de ces chercheurs d'antan, de vrais chercheurs, tu sais, qui faisaient des recherches sur les maladies et qui se faisaient des trucs horribles. Genre, ils se faisaient des plaies, ils s'injectaient, ils se mettaient du purin dedans pour savoir si la peste, ça venait de la merde ou d'autres choses, etc. Et ils se faisaient des trucs hardcore, si tu veux. Alors que lui, je pense qu'il a des impacts positifs et c'est moins dangereux, mais ça me fait un peu penser à ça, en version moderne, quoi. Oui, tout à fait. Maintenant, ce gars-là, actuellement, justement, on disait que ce qu'il faisait, ça fait de mal à personne, etc. Il fait tout ça dans son coin et tout. Maintenant, ce truc-là de la calvitie qui disparaît, pour moi, là, c'est vraiment un des premiers trucs les plus putaclic et une solution qui peut vendre assez facilement parce que la calvitie, c'est vraiment un truc pour lequel les gens sont prêts à investir beaucoup de leurs finances personnelles.
Et vous pensez que ça marche vraiment son bazar? Parce qu'en plus les photos qu'il a mis c'est un peu shady. Il en a pris une comme ça, où il est comme ça, et la suivante il est comme ça. Il dit regardez comme ça marche. Tu sais. Et donc est-ce qu'on le croit ou est-ce qu'il essaie de nous enfumer ici ou pas? Là pour le coup c'est la première fois que je me disais tiens Brian, est-ce que tu serais pas en train d'essayer de faire un petit coup de fric là? Je sais pas. Je pense que t'as raison, c'est qu'on commence à voir un petit peu son business model derrière ça. C'est qu'au début on se disait bon ok le mec il investit en lui-même. Mais clairement, au fur et à mesure, on voit qu'il va commencer à commercialiser les solutions qui ont marché pour lui. Et déjà, il commence à vendre des chocolats au flavanol, tu sais, des trucs comme ça, des sortes de formulations hyper spécifiques qui, selon lui, fonctionnent. Mais c'est vrai que, comme dit Evan, au moins, j'ai l'impression qu'il y a une démarche quand même hyper carré sur la science derrière, tu vois. Il est vraiment entouré de physiciens et de professionnels et il fait des batteries de tests tous les jours et ça a l'air vraiment carré là-dessus, donc c'est intéressant. Après, je pense pas que, quand un bulbe de cheveux est mort, il est mort, tu vois. Mais c'est vrai que s'il y a moyen, par exemple, de les protéger, parce qu'il y a des bulbes juste qui sont coincés, enfermés, ou qui poussent moins bien, ou parce qu'ils ont, je sais pas, ils ont la graisse autour, du sébum ou des choses comme ça, donc du coup ils poussent de moins en moins bien. Ou je crois que c'est la quantité d'oxygène et de sang qui arrive à chaque bulbe en fait qui compte énormément. Si ça, il y a moyen de le stimuler en fait via des formules, pourquoi pas. Et notamment, je crois que c'est le monoxydil qui est une des 2 formules approuvées par la FDA aux États-Unis. Le monoxydil, je crois que c'est un truc, c'est un spray comme ça qu'on applique, aussi on peut l'ingérer. Et c'est un des seuls trucs prouvés qui effectivement relance la circulation au niveau des bulbes et permet de ralentir la calvitie. Donc, on peut pas encore faire pousser des nouveaux cheveux comme ça. Du coup, le magiquement. monoxydil, si tu l'ingères, est-ce qu'il y a tous tes poils tous tes poils, tous tes poils. Effectivement, tout ton corps devient. Je pose la question, mais je sais parce que j'ai un pote, il s'est fait implanter des cheveux et je crois qu'ils lui ont filé ça. Et en fait, il est méga deg parce que, par exemple, il a pas trop de barbe et tout. Et maintenant, il a de la barbe et il aime pas du tout. Il déteste. Alors franchement, il déteste. Alors que franchement, ça va, c'est pas grand chose, tu vois. Et j'ai senti quand j'ai discuté avec lui que ça le dérangeait vachement, parce que il se reconnaît pas trop. Mais c'est rien de dramatique, hein. Il reste beau gosse, tu vois. Mais juste, ça lui a fait bizarre. Et en effet, ça te fait pousser, je crois, tous tes poils, quoi. Intéressant. En tout cas, nous, j'imagine que dans ce podcast, là, les 4 qui parlons ici, on n'aura pas à tester ces solutions de monoxydil ou de rayons infrarouges sur les cheveux. On touche du bois, on croise les doigts. Dans 30 ans. Dans 30 ans? Bah, si on vit jusqu'à 150 ans, Ben, c'est possible que vers les 100, 110, 120, tu commences à galérer, tu vois. Donc, jamais. Moi, mes coiffeuses, elles m'ont toujours dit vous avez les cheveux épais. Vous allez pas être chauve, vous, hein, comme votre père, j'imagine, hein, comme votre père. Je dis bah oui, exactement. Mon père il est pas chauve et moi je serai pas chauve non plus. Allez, commence pas à me faire mettre cette phobie en moi. Je serai safe là-dessus. C'est bon. Ah, il refait son verre d'eau, c'est parti. Du coup, on a suffisamment parlé de ce Brian Johnson. Quelqu'un veut dumper un autre truc qu'il a vu cette semaine? Moi, parce que j'ai pas envie de passer après Tim, ni après Evan. Mais moi, c'est beaucoup plus, parce que c'est pas bozo, mais c'est beaucoup plus léger. En gros, je suis un peu sensible à ce genre de vidéo, et en fait, on la mettra, je pense, dans le podcast. Mais c'est une jeune fille qui est sourde. J'ai vu ça sur Twitter. Elle reçoit des lunettes qui lui permettent en fait directement à l'intérieur des lunettes de voir les mots qui sont prononcés par les gens autour d'elle, tu vois. Et du coup, la vidéo, elle est super mignonne et hyper émouvante. Et donc, c'est pas trop lié à la longévité, mais c'est un soin, quelque part, un soin palliatif. Et j'ai trouvé ça hyper cool. Et surtout sa réaction quand, pour la première fois, elle met ses lunettes et puis elle peut quelque part entendre, en fait, comme nous, en temps réel. Et j'ai trouvé ça super chouette. Et comme quoi, tu vois, des innovations qu'on a aujourd'hui à travers ce genre de lunettes qui sont issues de pas mal de recherches, notamment de grands groupes aussi, tu vois, cette technologie pour pouvoir afficher à l'intérieur de la lunette, avoir des batteries miniaturisées, etc. Et une IA qui va retranscrire en direct le texte. Et je trouve que c'est vachement top. Et c'est là que tu vois que les technologies, comment elles compoundent les unes avec les autres pour donner au final un objet tout simple, parce que tu vois les lunettes, c'est vraiment les lunettes de base classiques, quoi. Et donc voilà, donc je mettrai quelques extraits de cette vidéo pour illustrer, mais voilà, c'est ça mon dump. Il est très court, il est très simple, mais voilà. Et moi, quand je vois ce genre de vidéo, je pleure. Comme quand je vois des gens qui mettent tout ce qui est implant pour les jambes, tu vois, qui se développent vachement en ce moment, et que tu vois les gens marcher et kiffer, je suis assez sensible à ça, ouais.
Anyway. Ouais. Ça te fait vraiment des larmes qui montent, quoi. Ouais, En vrai, je chiale un peu. Ouais. Ouais, bah c'est. Oh, tu me touches, Martin, tu me touches. Tu me touches. Maintenant, on va pouvoir passer du coup soit à Tim, soit à Evan. Qui est-ce qui veut se lancer sur le dump? Evan, est-ce que ça vient? Est-ce que t'as des trucs qui viennent? Non, ou pas ça vient pas là, vous m'aviez pas briefé là-dessus là. Putain, je suis en train d'essayer de réfléchir, mais il m'arrive que des dingueries. Tout ce que je consomme sur Twitter, c'est des mèmes. Donc là, je suis en train de penser au plus fou que j'ai vu cette semaine, mais je n'ai pas d'actu, charge positive quoi. Ouais, Non, c'est- mais on pourra parler le petit lien à droite que je t'ai mis là, tu peux regarder. Alors, ok, bah moi je peux aborder quelque chose en attendant. Est-ce que vous saviez que les caries tuaient à l'époque? Aujourd'hui, ça paraît ridicule, mais à l'époque, quand on avait une carie, on en mourait dans la plupart des cas. Alors, je peux vous sortir les stats. Mais C'est un de mes voilà, cauchemars, ça. à Londres, en 1600, les infections dentaires, c'était la 5e cause de mort. Putain. Et jusqu'en 1908, les infections dentaires, elles te tuaient entre 10 et 40% du temps, selon les pays. Voilà, donc t'avais une carie, t'avais entre 10 et 40% de chances de crever, quoi. Et à l'époque, on n'avait pas les brosses à dents comme aujourd'hui, on n'avait pas les dentifrices au fluoride, les machins, etc., etc. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que dans l'actu, il y a un truc qui me fait assez délirer. Il y a une boîte qui s'appelle Lumina Probiotics. Et ils promettent d'éliminer les caries pour toujours en une seule application. Et alors le concept est assez fou. C'est un OGM, on va y retourner là-dessus. Ah, Eh oui, eh oui. si. Allez. Captain OGM. Ouais, mais faut. La nature ne fournit pas ce genre de choses spontanément. Et voilà. Tim, un Et jour, en fait- je te demanderai ta position sur l'OGM. Ok, on verra ce Ah que t'en bah, penses. ça te surprendrait. Non, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que cet OGM, c'est qu'en fait, les caries à la base, c'est pas le sucre qui détruit les dents, hein. C'est qu'en fait, le sucre nourrit des bactéries qui, elles, ensuite détruisent l'émail des dents, et donc, au fur et à mesure, les dents s'abîment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils proposent de remplacer la bactérie. Ils vous disent, en fait, comme ça, tu pourras manger autant de sucre et de glace que tu as envie, tu n'auras plus de caries, parce que tu n'auras plus de bactéries qui attaquent ton émail. Et ils proposent une bactérie qui spécifiquement attaque la bactérie base, et la Et la remplace. remplace. Et pour toujours, toute ta vie, ce sera réglé. Plus jamais tu auras une bactérie à nouveau qui attaque ton émail. Mais Et c'est tout fou. ça en... Mais attends, pourquoi par contre c'est un OGM? Parce que pour moi, les OGM, c'est dans les trucs vivants, enfin Les organismes. les plantes c'est et un tant. organisme. Non? Bah oui, mais Une plante, c'est vivant. On peut modifier des bactéries. Et donc, je savais pas ça. donc on a pris la bactérie, ils ont modifié son ADN pour qu'elle se nourrisse d'autres choses. Et puis, et du coup, voilà, ils ont vérifié qu'elle était inoffensive, évidemment, que c'est pas une bactérie qui se reproduit dans ton corps et que tu deviens une sorte de zombie. Non. Et puis, et voilà. Alors, pour l'instant, je crois que c'est pas encore sorti publiquement, c'est encore dans des tests, etc. Mais c'est la boîte existe, elle est là, elle est dispo, ils en parlent. Et c'est le genre de truc que je trouve hyper intéressant, c'est de voir que des choses qui avant tuaient comme ça l'humain, je sais pas, enfin, comme on disait, vous et moi, probablement aujourd'hui, on serait morts. À cause d'une appendicite, d'un accident qu'on n'aurait pas su soigner, de je sais pas quoi. Surtout toi, Tim. Surtout moi. T'es tout le temps malade. J'avoue, c'est vrai. Ah, j'allais te dire, t'as des caries plein à la gueule, mon pote. Non. Ah yes, l'ambiance du podcast. Non, mais oui, ouais, j'ai souvent une petite grippe, ouais. Non, mais c'est intéressant de voir voilà, ce genre de progrès et des choses qui aujourd'hui pour nous sont même plus des problèmes. Enfin, la polio, enfin, des maladies qui ruinaient la vie des gens il y a 100 ans, qui aujourd'hui pour nous n'en sont même plus. Et j'imagine qu'un jour, je sais pas, le mot cancer sera quelque chose qui fait plus du tout aussi peur. Comme aujourd'hui, je sais pas, une pneumonie, c'est quelque chose qu'on résout assez facilement. Ouais, j'imagine qu'un jour cancer. Regardez le sida par exemple. Le sida dans les années 80, il y avait aucune chance de s'en sortir. On était absolument foutus. Ensuite, il y a eu la trithérapie. Il fallait prendre 40 gélules par jour, ou je sais plus, même largement plus. J'ai oublié combien de pilules il fallait prendre par jour pour survivre. Et aujourd'hui, littéralement, c'est une pilule par jour. Et même plus le virus, on peut le filer à son partenaire. Donc, c'est ça la science aujourd'hui. C'est hallucinant le progrès que ça nous file. Donc voilà, les caries bientôt, peut-être que ce sera un vieux souvenir du passé, que les gens du futur verront ça en se disant, mais mon Dieu, à l'époque, les gens, ils avaient des dents qui moisissaient, mais c'est quoi ce délire? J'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire, Tim, et à laquelle peut-être qu'Evan pourra apporter une réponse. Je crois qu'il a déjà même un peu fait dans l'intro en parlant de son projet. Qui est-ce qui valide? Comment tu valides ce nouveau dentifrice, cette nouvelle technologie de bactéries qui viennent dans ta gueule, etc. Qui est-ce qui donne son go, le feu vert, etc. dans ce nouveau genre d'avancée en médecine? Il y a des organismes pour ça, c'est ça? T'en avais parlé un peu tout à l'heure, je crois. Ouais, bien sûr. Et en fait,
c'est très carré. Parfois, on peut avoir des doutes, on peut entendre un peu des théories, tout va sur le marché, c'est dangereux, etc. C'est pas infaillible, mais moi, pour être dans un processus de qualité et de réglementaire, c'est quand même super robuste. Alors, on va parler aux États-Unis. La plupart des continents ont leurs organismes de sûreté qui gèrent tout ça. Aux États-Unis, ça va être la FDA, la Food and Drug Administration, où ils vont en fait vérifier. Donc, en gros, il y a la qualité de la boîte que tu vas devoir démontrer. C'est des processus qui sont très très lourds. Où en gros, tu vas montrer que ta boîte coche toutes les bonnes pratiques de fonctionnement en termes de reporting, en termes de qualité des fournisseurs, en termes de reliability de process, pardon. Je fais beaucoup d'anglicisme, on va dire de reproductibilité de ta façon de travailler en interne. C'est vraiment un processus qui est très très lourd. Donc tu as ça déjà à valider. Ça, c'est simplement pour dire que ta société elle est legit en quelque sorte. Et ensuite, ton produit en tant que tel, il va devoir passer à travers plusieurs phases de validation. Donc d'abord, on va démontrer qu'il n'est pas dangereux. Après, on va montrer que ses effets ne sont pas nuls, parce que pareil, tu n'as pas le droit de faire t'as pas le droit de faire des effets d'annonce sur des effets qui n'ont pas été démontrés cliniquement. Donc soit en fait tu as plusieurs manières de le faire, soit tu vas démontrer avec des essais cliniques, soit tu vas démontrer une non-infériorité par rapport à un prédicat, quelque chose qui existe et qui a déjà été validé par la FDA. Donc voilà, il y a un process qui prend plusieurs années, qui est très 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 sévère, qui coûte beaucoup d'argent et avec lequel c'est très difficile de tricher. Mais ce truc de non... du fait que ça doit faire ce que ça dit que ça devait faire. Par exemple, justement, toutes ces solutions contre la perte de cheveux, pour revenir à ce sujet, la calvitie, etc. Il y a plein de produits miracles, soi-disant, qui sont censés t'éviter de perdre des cheveux, mais il y en a aucun qui sont pas marche. labellisés dispositif médical, je pense. En général, ils précisent sur l'échantillon que ça n'a pas été soumis ni validé par la FDA. D'accord. Et en général, en fonction d'à quel point est-ce qu'effectivement ça a un impact sur la santé des gens, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un tampon de la FDA. Donc sur un truc de cheveux, tu n'as pas forcément besoin de quelque chose qui a été FDA approved, parce qu'on peut argumenter qu'il n'y a aucune raison, enfin tu vas le démontrer comme d'une certaine manière, mais il n'y a pas de danger pour un humain, contrairement à une pilule qu'un humain doit avaler. Là, ça va être très compliqué de pouvoir mettre ça sur le marché sans avoir fait valider ça par la FDA. Et pendant le corona, justement, pendant les tests des vaccins, etc., ça a dû tous ces Pfizer et compagnie, ils ont dû être validés par ce genre de choses. Absolument. Après, ce qui a été critiqué, c'est plutôt que les essais cliniques ont été faits très vite, de manière un peu différente, beaucoup plus laxiste que d'habitude. Donc le process a vraiment été très très différent de ce qu'il est habituel. À cause de l'urgence. Ouais. Exactement, à cause de l'urgence, on s'est dit, on va troquer un peu de sûreté pour de la rapidité. Est-ce que, j'ai une question pour toi, Evan, est-ce que, du coup, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un trou là-dedans, sur le fait que, comme tu le disais, si tu vends quelque chose, du moment que c'est inoffensif, c'est OK. C'est-à-dire que par exemple, je reviens à l'homéopathie qui est en vrai une sorte de pilule de sucre, tu vois, qui n'a pas d'effet prouvé à cause de la dilution d'eau, etc., etc. Mais littéralement. Vous pouvez aller sur Wikipédia si vous ne me croyez pas, jeter un œil. Mais c'est assez intéressant parce que effectivement, c'est assez inoffensif. Du coup, c'est pas grand-chose, c'est juste une petite pilule qui contient concrètement aucun principe actif. Donc du coup, on peut le vendre et on peut dire que ça guérit, je sais pas quoi, comme les pierres qui font des ions négatifs ou je sais pas quelle connerie, les pierres de sel d'Himalaya. Ah, la lithothérapie. Voilà, la lithothérapie. Tim, là, tu sais que là, je trépigne, hein, je me retiens et tout, mais faut pas abuser trop non plus, quoi. Non, mais ce que je veux dire, est-ce que du coup, il n'y a pas un loophole, quoi, tu vois? Est-ce qu'à un moment, faudrait pas aussi qu'on... Tu vois, j'ai l'impression que les normes sont pas les mêmes en fait. J'ai l'impression qu'on fait beaucoup plus chier les gens comme toi, par exemple, qui du coup essaient de faire des choses réelles que des sortes de semi-charlatans qui te vendent des trucs qui font rien. Ouais, et ben effectivement, j'ai deux choses à dire à ce propos-là. La première, c'est que quand même, si tu fais des statements, des annonces et que tu fais des promesses d'effets qui sont vraiment en décalage avec ce que ça fait réellement, tu vas quand même te faire toquer par les FDA. Ou une autre autorité qui va venir te dire bon écoute là c'est de la publicité mensongère, ce genre de propos. Donc en général ils se gardent bien de faire des promesses. Ils vont plutôt faire du marketing autour des effets. Mais effectivement la frontière est assez fine et puis même si parfois tu passes du mauvais côté de la barrière, il faut un certain temps avant que la FDA vienne toquer à ta porte, mais bon derrière c'est pas forcément le bon calcul parce qu'il y a des amendes, il y a une surveillance accrue, etc. Donc ça c'est le premier truc effectivement là-dessus. La deuxième chose que j'ai à dire c'est on reboucle avec la première partie du podcast sur Brian Johnson, d'où tout l'intérêt de se faire éduquer sur le fait d'être science-based, toujours regarder s'il y a des effets cliniques. Maintenant on a plein d'outils, ChatGPT, etc. qui très rapidement peuvent nous dire si un produit, une marque
a fait des essais cliniques, quelle est la véracité, sur quelle data il se base pour faire de telles annonces. Est-ce que ChatGPT pense que du coup c'est fiable, ou est-ce qu'on peut se questionner sur la véracité? Et voilà, je trouve que c'est encore un des trucs, c'est pas mal la mode en France de critiquer Brian Johnson, et je ne voudrais pas vivre sa vie. Néanmoins, il amène ça dans l'équation. Je suis content que tu dises qu'on puisse utiliser ChatGPT pour ce genre de choses. Là, les deux gars, ils vont encore se foutre de ma gueule de ouf. Mais j'ai une petite anecdote sur le sujet. J'ai eu un sponsor qui était une nouvelle boisson énergisante. Allez, pour les... oh là, putain. Non, mais bien. Soi-disant, attends, laisse-moi raconter ça, bordel. Pour soi-disant, c'était une boisson énergisante pour les start-upers, pour les gens qui veulent être focus tout le temps, etc. Machin. Et il m'avait donné, moi je leur avais dit, moi je veux pas parler de ce truc-là si je sais pas ce qu'il y a dedans, si je connais pas les ingrédients, enfin, je veux être un minimum sûr que déjà c'est pas de la merde, c'est pas du poison, et qu'en plus ça peut un peu marcher ce que vous dites, sinon c'est terrifiant. Et donc ils m'ont envoyé tout le truc, quoi, un gros pavé, je sais plus comment ça s'appelle, le white paper, ou je sais plus, white paper. Et c'est vrai que mon premier réflexe ça a été avant j'aurais dû missionner un nutritionniste ou je sais pas trop quoi ou comment. Et là j'ai envoyé tout ça, le white paper à ChatGPT, je lui dis est-ce que c'est ok est-ce que ça marche ces trucs là? Et ChatGPT me disait bon, ça c'est plus du domaine de la croyance, ça marche à peu près, ça machin, mais en tout cas il y a rien de dégueulasse, c'est pas du poison, ça va, c'est ok quoi. Et donc du coup je m'étais permis de parler de ce produit parce que je l'avais estimé ok. Voilà, c'est juste ça. Oui, ChatGPT c'est très pratique pour ces trucs là, et je suis content que tu me confirmes que c'était une démarche à peu près ok. Ouais, c'est marrant. Qu'est-ce que tu penses de l'IA là-dessus, toi, Evan? Parce que, enfin, ou tu veux qu'on parle de l'IA plus tard, peut-être, Ben, mais non, du tout, peut y aller. Parce que justement, ChatGPT, forcément, du coup, son savoir correspond au nôtre, en fait, au savoir composite de l'humanité, quoi. Donc, le savoir que l'humanité n'a pas encore débloqué, ChatGPT ne l'a pas encore non plus, tu vois, forcément. Donc, du coup, si tu arrives avec une nouveauté, ChatGPT peut pas vraiment assess si c'est fiable ou pas, ou si tu vois. Donc, non, mais est-ce que l'intérêt. Déjà, j'imagine que c'est utile, ouais. Est-ce que rien que de base, dire, tu uploads le white paper et tu lui demandes juste de vérifier la qualité du protocole qui est inscrit dans le white paper? Est-ce que l'échantillon est suffisant? Est-ce que les tests sont cohérents par rapport à comment on fait ce genre de trial de test? Déjà, ça te donne une très très bonne indication sur le professionnalisme et la démarche scientifique de la boîte qui émet ce white paper. Rien que ça, et là t'as pas besoin que ChatGPT a au-delà du savoir. C'est presque un peer review automatique. Ouais, parce que c'est assez compliqué, parce que en fait, peut-être Evan, tu pourras me contredire, j'en serais ravi d'ailleurs, comme ça j'apprends des trucs, mais il me semble que si tu veux un petit peu, pour quelqu'un qui est profane, et même toi, même si tu as une approche scientifique, sur d'autres secteurs de la science, tu serais profane aussi, le premier truc à faire, c'est peut-être de vérifier la qualité de l'étude dans son protocole, parce que déjà ça te permet d'éliminer, à mon avis, énormément de choses. C'est juste, ça reboucle un peu sur une question que posait Ben la dernière fois sur le podcast, qui est donner des clés aux gens pour essayer de voir le vrai du faux et d'avoir une vision un peu plus pragmatique sur ce qu'ils lisent, voient ou entendent. Ouais, tout à fait. C'était une longue question. Ah oui, désolé, je fais ça beaucoup. Mais en tout cas, oui, je pense que ChatGPT, moi, ça a beaucoup remplacé mon usage de Google. Là où avant, j'aurais dû aller chercher information par information, croiser un peu, aller voir quelques websites et en fait rentrer vite dans un terrier du lapin qui t'amène 1 heure plus tard pour, je me rappelle même plus ce que je me posais comme question en fait au début, à avoir quand même un résumé assez synthétique. Effectivement, il faut l'utiliser pour des choses qui sont connues. Si tu essaies d'utiliser ChatGPT comme étant un peu un sparring partner pour faire quelque chose de très innovant, ça risque pas de fonctionner. Par contre, pour vérifier quelque chose qui est assez classique, et voilà, je suis tout à fait d'accord Martin sur ne serait-ce que la qualité un peu en méta, est-ce que c'est qualitatif leur approche, est-ce que c'est un domaine qui a déjà été investigué, quelles sont les conclusions jusqu'à présent, quelles sont les limites, est-ce qu'ils les adressent? Se poser ce genre de questions, je pense qu'effectivement ChatGPT fait quand même un très bon travail. C'est vraiment un stagiaire sorti d'HEC qui t'aide à faire tes recherches en instantané, quoi, faut le voir comme ça. Ouais. Pour toi, tu l'appelles le stagiaire. Nous, chez les développeurs, je l'appelle le développeur senior qui baise tout le monde parce que. Ouais, non, il est très fort à ça. Donc, ouais, ça dépend un peu le domaine, mais nous, ça dépend ce que tu poses comme question. Exactement. Evan, est-ce que avec tout ce temps qu'on t'a donné, avec les questions immenses de Martin qui font 700 minutes, est-ce que tu as eu le temps de trouver
Du coup, un petit fait que tu as envie d'adresser. Ouais, j'ai pensé à un truc, mais peut-être que c'est pour plus tard dans le podcast. Donc tu me dis, je peux raconter l'anecdote sur les 2 souris. Mais oui, allons-y, j'ai Voilà. beaucoup aimé cette anecdote, elle est stylée. Voilà, parce qu'en fait, moi, j'ai été longtemps assez sceptique sur ces questions de longévité. Pourquoi est-ce que tout le monde dans la Silicon Valley met des milliards pour tout ce qui est censé rallonger la durée de vie? Qu'est-ce qui leur fait croire qu'on peut vivre, que la vie éternelle est possible? Parce qu'aujourd'hui, soit on n'a pas trop de chance, on a des pathologies génétiques qui nous tombent un peu dessus. Malheureusement, il y a quand même beaucoup de gens où c'est le lifestyle qui explique la plupart des pathologies qu'ils ont. Le surpoids, c'est un des fléaux les plus dramatiques de l'humanité d'un point de vue santé. Donc il suffit en fait d'être fit, de bien dormir, d'avoir une alimentation de qualité. C'est pas compliqué, il suffit de manger des ingrédients que ta grand-mère elle aurait accepté de manger, quoi. Globalement, ça se passe plutôt bien, à moins que tu n'aies pas de chance. Donc qu'est-ce qu'ils font qu'ils investissent, qu'est-ce qui fait qu'ils investissent autant dans ce domaine-là? Et on m'a raconté une expérience qui est incroyable et qui effectivement donne foi dans le fait que peut-être qu'on peut vraiment repartir en arrière d'un point de vue biologique au niveau de l'âge de nos cellules, de nos organes, etc. Et donc il y a cette expérience assez impressionnante où en fait on a chirurgicalement, on va dire, mélangé 2 souris. En fait, concrètement, on a fusionné leur système sanguin. Donc il y avait le sang d'une souris jeune qui allait vers une souris âgée et le sang d'une souris âgée qui allait vers une souris jeune. Et ce qu'on a observé au bout de quelques jours seulement, c'est le fait de voir une diminution de l'âge biologique, de tous les biomarqueurs, de toutes les cellules, de tous les organes, de tous les tissus de la souris vieille, et inversement, un vieillissement accéléré de la souris jeune. Et ça, Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est un biomarqueur, Ouais, bien sûr. Evan? Un biomarqueur, c'est à peu près tout ce que, par exemple, quand on mesure sa température pour savoir si on est malade, c'est un biomarqueur. On essaie de trouver une mesure quantitative qu'on vient lier à une pathologie. Si on a une tumeur et qu'on veut voir s'il y a une récidive ou pas, ou si en fait c'est plutôt stable, on va regarder par exemple la taille de la tumeur, ça pourrait être un biomarqueur. Il y a certaines cellules dans le corps qui vont en fait balancer des protéines comme des déchets dans le sang. Si on mesure ces protéines et qu'on les détecte dans le corps, c'est le biomarqueur d'une pathologie en particulier. Donc voilà, biomarqueur, c'est essayer de trouver quelque chose de quantitatif qu'on peut relier à une pathologie. Et donc ça ouvre vraiment la voie, cette expérience, à se dire il y a un truc dans le sang visiblement, au moins des souris, mais quand même pas intellectuellement fou de se dire que ça peut probablement se traduire chez les humains également. Il y a un truc dans le sang qui explique, en tout cas qui catalyse le vieillissement et on peut l'adresser en reverse. Et ça, c'est vrai que ça m'a donné ça m'a vachement intrigué et ça me donne foi dans le fait qu'il y a des trucs qui peuvent permettre de reverse l'aging, comme on dit, donc vraiment retourner dans le passé d'un point de vue de l'âge biologique. Parce que tu nous disais tout à l'heure, là, je sais pas si on l'a dit exactement là t'allais le conclure, mais avec la question de Martin, je sais plus si on l'a conclu vraiment, mais la souris jeune, en quelque sorte, elle a vieilli d'un coup. Et la souris vieille, elle a rajeuni. Donc, ce qui permet effectivement de cause à effet, quoi. On se dit, bon, là, on a une sorte d'équivalence de chaque côté, ça marche et tout. Qu'est-ce qui se passe, quoi. Et donc, oui, effectivement, c'est fou. Et d'ailleurs, ce diable de Brian Johnson, il n'a pas tenté cette expérience d'échanger son sang avec son fils. Il l'a fait avec son fils aussi. Enfin, à chaque fois que tu as Brian Johnson, c'est le premier truc que tu trouves sur Google. Genre, il a échangé son sang avec son fils. Et alors, lui, ça allait dans ce sens-là ou pas, justement? Ouais, bien sûr, c'est des thérapies qui sont prouvées là pour le coup. Il y a vraiment des infos où les thérapies où tu prends comme ça du plasma. Alors je pense qu'il doit y avoir des questions de compatibilité de donneurs de plasma, mais oui, ça fonctionne. Lui, il a vu des effets tout à fait. Mais alors du coup, avant les souris, on savait déjà plus ou moins par le cas de Brian Johnson. Je sais pas comment. Non, les souris c'était bien avant. Ouais. J'imagine que c'est cette expérience sur les souris qui nous a fait commencer à faire ça chez les humains peut-être. Très stylé. Je pense que c'est très rare comme thérapie. Je pense que ça n'avait jamais été fait dans un contexte d'aging. Quand on donne du plasma en général, c'est que tu as des pathologies très vénères. Donc tu t'intéresses pas trop à comment ça reverse l'aging. Quand tu as une pathologie du sang qui va te tuer probablement dans les prochains mois. Je trouve ça fascinant parce que ça rejoint tout un imaginaire qu'on a justement sur, les vampires, sur tous ces gens-là qui effectivement se servent du sang des jeunes, tu vois, pour la vie éternelle et tout. Et j'ai tu vois, une de mes inquiétudes, c'est pas tellement la science, moi, c'est plus la réaction des gens, tu vois, surtout ceux qui ont été brainwashés par toute cette culture, qui du coup se disent, mais mon Dieu, il y a des riches qui font ça, forcément, ils nous veulent du mal, ou alors c'est vers là qu'on va, ça va être un futur où les riches font du transfuge de sang des pauvres, ou quelque chose comme ça. Et c'est une vraie question que je vous pose, c'est comment faire passer la science, tu vois, au grand public, quoi. Comment faire passer ces avancées sans faire flipper, parce que Brian Johnson, physiquement,
il fait un peu flipper, tu vois. Oui, un petit peu. ouais. Et il C'est est clair. il est un peu blanchâtre, il est un peu étrange, tu vois. Il a pas l'air Ouais. d'un mec en hyper bonne santé de 50 ans. Ouais, non. Pourtant, quand il va voir tous les physiciens, tout le monde hallucine. Tout le monde dit, ouais, on dirait un mec de 20 ans. Effectivement, tout le biomarqueur, à chaque fois, toutes ces articulations, tous ces systèmes sont des systèmes d'un gars de 20 ans. Donc c'est assez délirant. Physiquement, il me fait penser un petit peu à Kane de Legacy of Kane, dans le tout premier sur PlayStation 1. Pour ceux qui ont Oui, la le ref. vampire. Oui, d'accord. Oui, c'est un Ouais. vieux vampire moisi. Ouais. Pixel art, tu devrais aimer, non, de tout Tim. C'est du pixel. Oui, c'est la PlayStation 1. Non, mais j'adore ce jeu, il est top. Mais du coup, Evan, ouais, tu pensais Ouais. que. Pardon, Ouais. excuse-moi, la Ouais, question, bien je vais la sûr. reformuler, mais ouais, tu penses En fait, que. Ouais. il y a quand même, faut pas croire, hein, il y a vraiment, il y a ce qui est de l'ordre du fantasme, effectivement, de comment est-ce que Ouais. les gens peuvent interpréter ce genre de choses. On pourrait même se dire, voilà, qu'est-ce qui va empêcher quelqu'un qui a les moyens en fait, se procurer du sang Eh ouais. d'un donneur compatible. Enfin, voilà, on peut commencer à penser à des choses qui sont bien morbides. Les choses morbides, de toute façon, elles existaient avant ce genre de découverte. Pour ce qui est des ultra riches et des gens qui peuvent tout s'acheter. Mais globalement, pour ce qui est du public général, il y a quand même des garde-fous, hein, de l'éthique. On ne laisse pas traduire des découvertes scientifiques en des conséquences pour la société comme ça. Non. Et d'ailleurs, il y a tellement des garde-fous qu'il y a même des technologies qui, très malheureusement, ne sont pas assez largement diffusées. Et moi, le réchauffement climatique, c'est une des causes qui m'affecte le plus. Personnellement, on sait très bien que le nucléaire, c'est indéniablement une Pas source un d'énergie épisode qu'on sans va avoir parler du besoin. nucléaire. Et voilà, et en fait, on sait que, enfin voilà, il suffit de voir l'exemple de l'Allemagne, et même en France, là, ça n'a pas du tout eu la trajectoire que ça aurait dû avoir, même si on reste des très bons élèves à ce niveau-là. Mais voilà, il suffit de voir ce qui se passe en Allemagne. Alors que voilà, on sait très bien, mais c'est à cause de considérations éthiques que ces technologies sont freinées. Donc franchement, moi, je m'inquiète pas du tout. Mais est-ce que c'est, Evan, pardon, est-ce que c'est vraiment des considérations éthiques ou c'est de l'idéologie? Parce que c'est pas tout à fait. En Ouais. tout cas, les questions seront posées, les questions Mm. seront mises sur la table Est-ce que toi, ouais. toi, t'es confronté des fois à des freins idéologiques comme ça, dans l'administration, avec des partenaires, En fait, avec ta famille peut-être, des proches qui comprennent pas ce que tu fais, ou tout le monde pense que c'est bien? Non, franchement, moi, j'ai pas mal de chance. Le domaine dans lequel je travaille fait que à peu près tout le monde est d'accord sur le fait que c'est bien. Maintenant, bah ouais, il y a quand même des considérations. Alors attends, est-ce que c'est de l'éthique vraiment? Je sais pas, mais tu vois, le fait qu'il faille. Je sais pas si c'est exactement lié, peut-être que c'est un peu impertinent, mais tu vois, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas assez d'accès à l'IRM, il n'y a pas de doute sur le fait que plus d'IRM veut dire à court terme plus de coûts associés à l'IRM, puisqu'il y a plus de gens qui font des examens IRM. Mais c'est assez clair qu'à long terme, ça se traduit par des pathologies qui durent moins longtemps, des cancers qui sont détectés beaucoup plus en amont, donc qui sont beaucoup mieux soignés. Donc en fait, de la réduction, parce que les coûts indirects de la santé, ça se mesure aussi directement côté Sécu. En France, hein, par exemple, je donne l'exemple de la France, sous forme d'arrêt maladie prolongé, de décès prématurés, des choses qui ont vraiment un impact en fait quantifié, quoi, quantitatif sur la société. Et pourtant, bah, cet investissement, il n'est pas fait à cause de considérations Enfin voilà, il y a des freins qui là sont pas idéologiques, mais il y a des choix qui sont faits. Et le nucléaire, je pense, ça s'y rejoint un peu. C'est un peu des choix court terme qui évitent des bonnes implications à long terme. Donc en fait, il y a toujours, effectivement, même dans la santé, il y a plein de traitements qui sont quasiment prêts et qu'en fait, on met pas l'argent sur la table. Il y a des choses comme ça qui existent, ouais, tout à fait. Mhm. Oui, d'ailleurs, j'ai entendu dire quelque chose, est-ce que tu peux me confirmer que le Japon, par exemple, avait 4 fois plus de scanners IRM par Ouais, tout à personne, fait, ouais. par habitant, ouais. Ouais, ouais, beaucoup du plus coup, qu'en France, ouais. Pourquoi en fait? Parce que pourquoi avoir besoin de faire plus de scanners? Le but, c'est quoi? La version idéale de la santé, c'est quoi? C'est on fait des scanners tous les 6 mois pour détecter au cas où quelque chose, et une IA check le scanner et regarde s'il y a un début de cancer au tout début, par exemple, ce genre de choses. Ouais, exactement. Franchement, c'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait sur le cancer du sein, et personne n'a de problème avec ça, hein, Ouais. du screening très fréquent, tous les 2 ans, sur la durée, enfin vraiment sur la tranche d'âge où les femmes sont à risque. Et ça fonctionne très bien comme ça. Il n'y a pas de raison de ne pas appliquer ça plus largement à plus de gens dans la population. Et c'est des considérations plutôt économiques à ce stade. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a un truc de fou quand j'y pense, c'est que là, tout de suite, maintenant, là, enfin, on ne sait pas combien on a de glucose dans le sang, combien on a je sais pas, de globules blancs, etc. Ouais. On a aucune info en live là sur notre data, ce qui se passe à l'intérieur du corps. Le corps s'auto-manage et nous, on mange, nous, on a des signaux pardon, qui sont extrêmement basse fréquence, genre j'ai faim, j'ai sommeil, j'ai envie de pisser. C'est très basique, quoi. Mais si on avait cette data, tu vois, sur un smartphone, alors ça pourrait être overwhelming aussi. Est-ce que le cerveau doit s'encombrer de toute cette info, tu vois? Exactement.
Mais il y a une raison que le cerveau reçoit pas tout ça à la seconde. Mais ce serait intéressant, par exemple, de manger quelque chose et de voir dans les 20 minutes, je sais pas, le pic de glycémie qui monte, ce genre de choses. Enfin, tu vois, d'avoir un feedback Bien un peu sûr. meilleur. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai l'impression que notre intuition là-dessus est pas forcément bien calibrée, quoi. Ça, ils Ouais, peuvent déjà le faire, ceux qui ont la puce, là, ceux qui Ouais. ont le diabète, là. Ils peuvent, du coup, se scanner cette puce en NFC, là. Et direct, ils ont toutes les infos sur leur truc. Et ça, c'est révolutionnaire pour eux, pour gérer un petit peu leur insuline, pour savoir quand ils doivent se mettre les trucs et tout. Et c'est trop bien qu'ils aient cet outil, quoi. Voilà, c'est juste ça, petite avancée technologique qui tabasse. Maintenant, effectivement, Tim, avoir toutes tes stats en permanence de l'intérieur de ta petite fleur interne, ça me fait. Flore. 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 La Ouais, moi, fleur, j'ai toujours la préféré fleur dire interne de Tim, là. Non, j'ai pas envie de la visionner, sa fleur interne. Bref, tout ça pour dire que ça peut être, comme tu dis, trop d'infos. Moi, j'aime bien parfois faire la technique de l'autruche, tu vois, foutre ma tête dans mon sac et pas trop savoir ce qui se passe. Ça me rassure. Les amis, on a un peu divergé petit à petit vers la deuxième partie du podcast, hein, qui est censé tourner un petit peu autour de ça, le vivre pas jusqu'à 150 ans, on n'y est vraiment pas, mais en tout cas vivre plus longtemps. Et donc il y a plein de questions qui sont liées à ça. Donc la première, c'est effectivement comment on peut vivre plus longtemps comme ça. Bon, on a déjà vu pas mal de pistes entre le sang des souris qu'on va s'injecter dans le sang. Non, c'est pas ça qu'on a dit, ok, mais vous avez compris. C'est aussi détecter plus rapidement toutes les maladies. C'est toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre pour essayer de vivre plus longtemps? Est-ce que vous avez des choses? Bah, on pourrait. C'est pas moi l'expert du truc. Je pense que Tim et Evan sont beaucoup plus alertes que moi sur le sujet, mais reparler de CRISPR, parce que Tim, tu l'as énoncé souvent dans les podcasts précédents, et je pense que un ciseau moléculaire, je suis pas sûr que ça parle à tout le monde. Et qu'est-ce que ça implique, cette découverte, tu vois, d'avoir accès à cet outil, en Ouais. fait. Ouais, on peut en reparler. Peut-être, Evan, tu veux le faire? Tu veux que je m'en occupe? Non, bien sûr, tu peux le faire. Moi, j'ai une vision assez haut niveau de comment faire pour vivre plus longtemps. Mais Alors, là, vas-y. alors, si juste, moi, la manière dont je le vois, c'est assez simple. Pour vivre plus longtemps, d'abord, il faut pas mourir. Et ça, en fait, ça se divise en plusieurs catégories. Comment faire pour ne pas mourir? Et deuxièmement, il y a comment est-ce qu'on fait pour arrêter de vieillir? Parce que le vieillissement, ça arrive biologiquement. Et la définition du vieillissement, c'est d'une année à l'autre, ta probabilité de mourir dans l'année en cours est plus grande que l'année précédente. Mhm. C'est comme ça qu'on mesure le vieillissement. Voilà, nous, on Ok. le voit par les cheveux blancs, les rides, ce genre de choses. Mais en fait, concrètement, c'est ça que ça veut dire, le vieillissement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour renverser, reverse, le vieillissement qui, lui, est biologique, naturel et inévitable, en tout cas en l'état, si on laisse la nature faire, et pas mourir. Pas mourir, ça veut dire deux choses. Déjà, ça veut dire pas avoir d'accident dans la vie, quoi. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière, c'est éviter de choper des maladies. Et dans ne pas choper de maladie, il y a avoir un lifestyle pour, donc voilà, je le disais, pas de surpoids, pas de choses comme ça, un bon sommeil, les choses un peu élémentaires. Et il y a, si jamais on a une maladie, comment est-ce qu'on fait pour la guérir? Et là, CRISPR, c'est une des réponses à ce point-là. Mais voilà, je le vois vraiment comme ça, il y a ces deux catégories et une qui se distingue en plus de catégories parce que c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Et donc si je suis tout ton manuel, là, c'est bon, je tape les 150 ans tranquille. Ouais, je pense Bientôt que sans souci, ouais. Si on arrive à gérer la solution du vieillissement, je pense que tu peux même vivre plus que 150 ans. Ouais. Let's go. Vas-y, Tim, le CRISPR, du coup, le ciseau biologique pour soigner plein de maladies et les détecter et tout ça. CRISPR, c'est même plus large que ça. C'est que on pourrait fondamentalement créer des nouvelles formes de vie. Enfin, c'est un délire, CRISPR. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, on va retourner à ça, on l'avait mentionné avant déjà. C'était un bouquin qui s'appelait Life 3.0. Et là, nous, aujourd'hui, on est Life 2.0. C'est-à-dire qu'on est de la vie où notre hardware, il est figé dans notre vie, mais il n'y a que notre software qu'on peut updater. C'est-à-dire que notre cerveau apprend des choses tout le long, à l'inverse d'une fourmi, par exemple, qui ne peut pas apprendre vraiment des nouveaux concepts durant sa vie. Donc, nous, on peut adapter notre software, mais notre hardware, à l'heure actuelle, est figé. Quoique, c'est en train d'évoluer déjà, effectivement, avec les implants, avec les implants cardiaques, par exemple, ce genre de choses. On est en train déjà de on est en train de modifier notre hardware et même de remplacer des parts. Donc, c'est assez fascinant. Et donc, CRISPR, c'est une technologie qui, effectivement, nous permet de enfin savoir lire et écrire l'ADN. Et donc, de pouvoir choper une hélice d'ADN et de rentrer dedans et de dire je veux exactement écrire du code. Mais vraiment, on écrit du code, mais comme sur un ordinateur, c'est hallucinant.
Le code, il est fait de 4 lettres, le code ADN, c'est hyper simple, et du coup, il y a moyen de coder dedans, et d'ailleurs, c'est assez fou, tu peux prendre une séquence et l'envoyer à ChatGPT, et généralement, il peut l'interpréter aussi, c'est assez délirant. C'est un truc qui me fait assez délirer. Quand le Covid a été fait, par exemple, ça a été fait en 48 heures, le Covid. Le vaccin mRNA du Covid a été fait en 48 heures, le moment où on a séquencé le virus, quoi. C'est vous dire à quel point c'est très simple. Vraiment, c'est pas que c'est très simple. Ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement efficace. Voilà, c'est extrêmement rapide de pouvoir prendre une séquence, l'éditer et hop, on peut l'imprimer derrière grâce à CRISPR. Voilà, c'est une technologie de malade dans le tech tree de l'humanité. CRISPR, est-ce que c'est une boîte ou c'est juste une technologie, juste une appellation? Est-ce que juste tu peux donner un peu plus de contexte? Qui l'a fait? Pourquoi? Quand? Alors CRISPR... Peut-être question piège, pardon. Je me souviens plus des détails. J'aurais pu dire ça il y a 6 mois, là je les ai plus en tête immédiatement. Mais CRISPR, non, ça n'appartient pas à une boîte, ça c'est certain. Je crois, si je me trompe pas, je crois qu'on doit... Alors, ça, attendez, alors là, ce qui est incroyable, c'est une des personnes qui a inventé... une des personnes qui a mis en avant le plus cette technologie CRISPR, c'est Emmanuel Charpentier. Oui, qui a inventé qui porte mon nom. Et ça a été découvert apparemment en 2012. Donc ça fait déjà un bon moment que cette techno est disponible, visiblement. Oui, et elle a changé le monde même pas 10 ans après, parce que sans CRISPR, on n'aurait pas pu faire le vaccin mRNA, par exemple. Donc, Et prix Nobel de chimie en 2020 pour les deux chercheuses. Ouais. Katalin Karikó et... ouais. Non, moi peut-être c'est peut-être ChatGPT qui se gourre, mais j'ai Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier, mais peut-être que c'est pas elles qui l'ont inventé, je sais pas, peu importe. Mais ok, on remettra peut-être du contexte en off sur le podcast s'il faut. Donc, bref, l'intérêt de CRISPR en tout cas, c'est que avec ça, on va pouvoir effectivement travailler de façon hyper précise. Par exemple, j'imagine que les fameuses bactéries qu'on peut mettre dans la bouche pour ne plus avoir de caries sont faites avec CRISPR. Exactement, la plupart des modifications génétiques, c'est ça, c'est fait avec CRISPR, tout à fait. Donc, en fait, dès qu'on a besoin de modifier quelque chose et de littéralement de le modifier selon nos désirs à nous en tant qu'humains, c'est-à-dire qu'on veut que ces bactéries fonctionnent comme ça ou on veut que ces plantes fonctionnent comme ça, eh bien, c'est du CRISPR aujourd'hui, quoi. Et à mon avis... Parce que j'ai un souvenir de cours d'SVT de 4e, j'ai l'impression qu'à l'époque, les OGM, etc., tu prenais un bout d'ADN quelque part pour le mettre ailleurs, plus ou moins. Mais avec CRISPR, du coup, tu peux directement, t'as même pas besoin de le prendre quelque part, tu peux l'écrire ailleurs directement. C'est ça, en fait, la différence. Ouais. Contrôle total. Ouais, tout à fait. Il y a plusieurs manières de faire. En fait, c'est pour faire juste des organismes génétiquement modifiés, des OGM. Il y a plusieurs stratégies pour le faire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont faits avec CRISPR, même si souvent, c'est pas le claim, parce que CRISPR permet de faire exactement ce que tu veux, ce qui du coup derrière pose des questions de est-ce que ça va bien fonctionner. Alors que quand la nature fait les choses toute seule, en général, on se dit que c'est plus safe. Donc, on va pas forcément appeler ça un OGM. On va plutôt appeler ça une hybridation, un croisement, en tout cas dans le vivant. Donc, typiquement, tu vois, en agronomie. Donc la science de comment est-ce que tu arrives à faire des plants de tomates qui poussent super vite et qui ont vachement de goût mais qui en même temps n'ont pas besoin d'être dans la terre. Enfin voilà, essayer d'avoir des plantes comme ça, c'est un exemple. En général, on va faire l'hybridation, ce qu'on appelle de la mutagénèse. Donc en gros, on met des trucs ensemble en plusieurs générations de produits avec les reproductions, les trucs, les machins, les croisements d'ADN. On va attendre qu'il y ait une mutation génétique spontanée qui nous intéresse, parce que la nature fait toujours un peu ça. Elle mélange dans une nouvelle génération l'ADN des 2 plantes par an ou des 2 organismes vivants par an. Et la nature va mettre un petit twist pour changer quelques trucs. Et ça, on va voir si ça fait une nouvelle génération qui a des propriétés plus intéressantes. Mais en fait, avec CRISPR, tu te débarrasses de ça et tu vas mettre exactement ce que tu veux à l'endroit où tu le veux pour avoir la propriété que tu veux, en espérant que ça fasse bien ce que tu espères que ça va faire, vu que c'est une intervention humaine dans ce cas. C'est fou. C'est à peu près fou. Et donc, si jamais dans notre corps, on se rend compte qu'il faut changer un petit truc pour vivre plus longtemps, on peut pas se CRISPRiser comme ça, quoi. Là, ça sera même un humain qui vit déjà, ou ça sera forcément juste, ça sera injecté dans nos enfants, mais que nous, on peut pas se modifier comme ça. Et si, un exemple, c'est que aujourd'hui, on est en train de chercher comment faire pousser des organes. Par exemple, les Japonais en ce moment sont en train de faire pousser des cœurs artificiels avec ton propre ADN. Donc il y aurait moyen, au lieu d'avoir un pacemaker, d'avoir littéralement un deuxième cœur qu'on fait pousser et qu'ensuite on te réimplante. Mais imaginons que tu aies un organe défaillant.
à cause d'une mutation génétique. On pourrait très bien prendre des cellules souches à toi, modifier spécifiquement la séquence défaillante, refaire pousser un organe sain et te le remettre à l'intérieur. Enfin, ça, c'est des visions qui sont pas encore là, mais c'est des visions qui vont arriver d'ici la fin du siècle. Ou voire plus tôt, je sais pas. Ça, en tout cas, les tests sont partout en ce moment là-dessus. Tous les grands chercheurs, les grands chirurgiens du monde sont en train de tester des choses du genre. Donc, Mais c'est une dinguerie ça du coup. Si tu peux te changer tous tes organes comme tu veux, tu peux devenir jeune éternellement finalement. Parce que si tu te changes ton sang, que ça te fait rajeunir, et qu'en plus tu changes les organes qui sont un peu en miettes, c'est bon. Alors il y a un problème, c'est que tu peux changer peut-être un foie ou un poumon ou des choses comme ça, mais ça va être Tu difficile peux pas de changer le ton cerveau. sang ou la moelle épinière, le cerveau, t'as Ouais, quelques exactement. Squelette, trucs, le ça cerveau. pose quelques problèmes. Et le cerveau lui il vieillit aussi. Ah merde. Ça Non, j'avais pas oui. conscience de ça. Non, nous par Il contre, on rétrécit voit en bien que général. ton cerveau vieillit, Ben. Hein. Chaque jour, t'es un peu plus con. Pardon. Pardon. Non mais par contre, peut-être qu'il y aura des moyens de tranquillement... alors là on va dans la science-fiction, hein, mais il y aura peut-être moyen d'attacher le cerveau et de le faire tranquillement transvaser vers un nouveau corps plus sain. C'est-à-dire que je pense pas... Tu sais, on parle souvent par exemple de numériser le cerveau, de digitaliser la conscience, ce genre de choses. J'y crois pas. Enfin, quand on digitalise, on fait une copie, c'est pas exactement soi. Mais on pourrait imaginer un processus, par exemple, où on va à l'hôpital et on est branché pendant 1 an ou 2 ans, et qu'en fait, il y a une sculpture accrochée dessus, et que le cerveau va tranquillement déplacer, je sais pas, refaire des connexions ailleurs, et qu'il y aurait peut-être moyen de lentement faire une migration vers un nouveau corps plus jeune et plus sain. Mais c'est des choses complètement délirantes de science-fiction. Et de toute façon, je pense que plein de gens sont dégoûtés à l'idée de ça. Il y a plein de gens qui Oui. disent à quoi bon, pourquoi même faire ça, pourquoi vivre vieux. Mais vivre vieux, c'est pas un goal de vivre 150 ans, le goal c'est de vivre en bonne santé. Et donc quand on vit en bonne santé, naturellement on vit plus vieux. Si on est en très très bonne santé, aujourd'hui, si vous regardez les photos des gens qui avaient 35 ans, il y a 100 ans, ils avaient l'air de gens qui ont l'air d'avoir 50 ans aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un de 50 ans aujourd'hui a l'air aussi jeune que quelqu'un de 30 ans il y a 100 ans. Ça dépend qui. Et, certes, Ouais, tant qu'il- Et aussi, ça dépend des sociétés dans lesquelles ils sont. C'est beaucoup le cas, par exemple, quand tu compares la France à la France. Mais en fait, il y a d'autres endroits où en fait, les gens, ils sont pas du tout le même lifestyle que nous. Technologiquement, on pourrait dire qu'ils sont pas du tout aussi avancés. Mais qui, dans les faits, quand tu regardes les biomarqueurs esthétiques de Ouais. vieillissement, ont l'air de kiffer la vie beaucoup plus que toi, en fait. Ouais, bien sûr. Oui, tu parles des tribus, de ceux qui vivent en Ouais, Amazonie. par exemple, ou de- bah, c'est impressionnant. Tu les regardes, ils ont les dents blanches, alignées. Ouais, ouais. Ils n'ont pas une ride à 60 ans. Ils sautent. Tu vois, les gars Maasai, quand tu les vois sauter, Ouais. c'est surprenant. Enfin, c'est des propriétés comment est-ce qu'on appelle ça? C'est de pas de la pliométrie. Enfin, je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça. C'est Ah ouais, cette espèce de propriété physique, mais qui démontre des articulations, un système de fascia, une robustesse musculaire qui sont délirantes, quoi. C'est comme les Tibétains, les Népalais, parce que j'ai fait pas mal d'alpinisme. Ils ont pas du tout la même composition sanguine que nous. Ils peuvent encaisser des taux d'oxygène beaucoup plus faibles que nous, sans avoir de problème, etc. Et ça, est-ce que justement, quelque part, ces humains-là, ils ont pas été un peu bio-ingénierés du fait d'être isolés, d'être coincés, là, en l'occurrence, là, dans des montagnes très très haut, où tu passes ta vie à 4500 mètres, quoi. Donc, Ah, bien sûr. donc Ils sont bio-engineered par l'évolution, tout simplement, quoi. Ouais, C'est-à-dire par que l'évolution. l'évolution fait des mutations. Les mutations qui sont pas viables, elles meurent. Celles qui sont viables survivent. Donc, forcément, si à la montagne, t'es tout le temps malade, ou si t'es tout le temps, t'as le vertige ou je sais pas quoi, parce que tu te sens pas bien, parce que tu... est-ce que tu va pas faire long fonces- feu, ouais. Ouais, donc ouais, il y a forcément la pression de la sélection naturelle force toutes ces mutations. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, un des problèmes, c'est que notre corps forcément n'a pas évolué pour le monde moderne, quoi. Le monde moderne, c'est un peu tout le problème de la condition actuelle, c'est que nous, on n'est plus dans des situations de manque comme nos ancêtres, on est dans des situations d'abondance. Et donc, tout le drame de la vie moderne, c'est de se restreindre, de pas manger trop de calories, de pas scroller à l'infini sur Twitter, de pas avoir trop de, je sais pas, de sexe, de machin. Enfin, il y a 1 milliard de sujets comme ça où il faut juste apprendre à se calmer et se dire, ok, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je sélectionne, qu'est-ce que je mange, comment j'alloue mon temps. Et c'est intéressant de voir que, ouais, peut-être qu'on pourrait créer, peut-être que nos enfants, justement, effectivement via CRISPR, on pourrait les modifier, en tout cas, pour éliminer les maladies de base, mais peut-être même pour leur donner un peu moins d'appétit par défaut, ou des tas de choses qui n'étaient pas nécessaires à l'époque, quoi. Alors, Pardon, qui ne sont plus nécessaires aujourd'hui, pardon, l'inverse.
Et justement, vu que tu amènes un peu ce sujet sur la table, en gros, enfin, on va pas se mentir, il y a quand même une controverse autour de ces questions de longévité, etc., qui a trait un petit peu à l'eugénisme, si tu veux, qui est pas forcément un truc qui est forcément une notion qui est forcément bien vue ou d'ailleurs bonne à la base. L'eugénisme, ça me semble, à l'époque, ça me semblait pas top quand ça a été un petit peu théorisé en 1900. Ce que je veux dire, c'est que la controverse, elle est plutôt pas tellement sur ce qu'on peut faire, comment on peut te modifier toi à travers CRISPR, qui est une prolongation de ce qu'on fait déjà. Quand on transplante un cœur d'un donneur à un receveur, qu'est-ce que ça change d'avoir utilisé CRISPR pour te faire ton propre cœur plus adapté, etc. Tu vois. Éthiquement, on est un petit peu sur le même sujet, et pour moi, justement, il n'y a pas de sujet. Par contre, ce que j'observe, c'est que la controverse, elle est plutôt sur tout ce qui est lié à la natalité. Et voilà, je voulais un peu avoir, je sais pas, votre point de vue là-dessus, et qu'on explore un petit peu qu'est-ce qui vient toucher ce qu'il y a avant la vie, quoi, et quelles sont les implications. J'imagine que demain, tu peux aller sur un website et comme quand tu configures, je sais pas moi, ton Mac sur le site Apple avec tous les bons composants que tu veux, ben tu vas sur un website, tu configures ton gosse. Est-ce que c'est pas un peu chaud? On sait le faire, ça? En dehors de l'éthique, Ah oui, là on saurait le faire aujourd'hui. Genre si je Oui. veux que mon gamin ait des yeux bleus, Oui. Oui. on prend un petit coup de ciseau CRISPR, boum boum, on fout les yeux bleus, c'est gagné. Oui. Ouais. Et par contre, ça ne se fait absolument pas. On est d'accord. Si. C'est déjà le cas? Bah, déjà, Je aux crois que États-Unis, pour là, certaines maladies ou des trucs très génétiques, je crois qu'il y a des programmes. Alors, encore une fois, je m'en remets à Evan ou Tim, j'ai pas les données ni trop les notions. aux États-Unis, tu peux littéralement choisir la couleur des yeux de tes enfants si tu as envie, mais évidemment c'est coûteux, il faut passer par des cliniques privées, etc. Mais oui, C'est tu peux, en faisable. fait, Mais je savais pas. ça s'appelle du embryo screening, je crois, tout simplement. Enfin, tu fais du screening, c'est-à-dire que tu regardes quel spermatozoïde a quelle propriété, et tu fais une sélection, tu dis, ah bah celui-là... Ah voilà, mais en choisissant les spermes. Ouais, ok, d'accord. C'est ça, Ouais. Ok. Ah, pardon, pas en Ouais. modifiant avec CRISPR. Oui, d'accord, tu voulais dire ça en Ouais, moi évitant, c'était ça que j'étais. Et là j'étais choqué que tu me dises non, non, c'est déjà le cas, etc. Ça me, Ah, pardon, ça me choque. Non, t'as raison, on fait du screening à l'heure actuelle, effectivement, pour sélectionner. Ok. Mais t'as raison, on ne fait pas encore de l'édition de bébé. On n'a pas d'OGM humain pour l'instant. Voilà, c'est ça. D'accord, tu on me est rassures. d'accord. Là, on fait de la sélection en fait, en choisissant des spermes, etc. On fait de la sélection et C'est ça. Mais on a des OGM d'animaux, Ben. Je crois qu'il y avait, s'il y avait pas un cochon fluorescent ou un délire comme ça. Oui, il y a plein de Des tests. souris, ouais. Ivan, tu voulais dire un truc là-dessus? Pardon. Je crois que je t'ai coupé. Moi? Pardon, ou Ben? toi, Non, Evan. toi, Evan, ouais. Non, j'ai pas spécialement. Je suis pas forcément au fait, effectivement, de est-ce qu'on est capable aujourd'hui de le faire en tout cas, est-ce qu'on l'a déjà fait sur des humains? Et il faudrait regarder du côté plutôt de la Chine et des États-Unis, effectivement, pour se poser la question. En Europe, c'est sûr que non, évidemment, pour des raisons éthiques évidentes. Maintenant, ouais, la question éthique, elle est super compliquée. Parce qu'effectivement, ça va commencer, le débat il va être ouvert avec les pathologies. Ok, on se rend compte qu'un enfant très jeune a une pathologie, on sait qu'on peut enlever ça avec CRISPR, est-ce qu'on le ferait pas? Et là, tu ouvres un précédent, et après, forcément, à un moment, il y a la médecine de confort, où il y a, putain, mais moi j'ai envie que mon enfant, il ait les yeux bleus, whatever, qu'il ait un QI plus élevé, qu'il soit grand, et là, en fait, forcément, ces questions vont se poser. Donc, en fait, ouvrir la porte semble inévitable, mais dès qu'on va le faire, c'est la boîte de Pandore, c'est sûr. On arrive très vite au film Kalaga, là, c'est ça, non? Gattaca. Ah ouais. Bienvenue à Gattaca. Bienvenue à Kalaga, là, le film, le bon film, là. Bah, Écoutez, Gattaca, j'ai un problème dyslexique sur Ouais, plein de mais- choses. Mais on arrive T'inquiète, sur... en plus, je dis ça avec- CRISPR va te régler ça. J'ai dit ça avec tellement d'assurance. On arrive sur le film Kalaga. Bon. Bon, ben racontez ce que c'est. Si vous connaissez si bien ce film et que vous avez si bien Bienvenue à Kalaga. Ouais. tu veux en parler, Martin, de Gattaca? Tu veux que j'y aille? Non, vas-y. Bah, Gattaca, c'est un film, c'est peut-être je pense que c'est un des seuls films qui parle vraiment de ça, qui parle de la modification génétique. Et c'est un monde, en fait, où effectivement les enfants sont améliorés génétiquement, ou en tout cas sélectionnés génétiquement. Il y a une scène que j'adore, en fait, où on voit des parents, un jeune couple, enfin, pas du coup encore des parents, mais des parents en devenir. C'est des jeunes couples et ils vont chez le généticien, comme un docteur.
Et du coup, je crois qu'un des deux parents a un peu du mal avec le concept, et le généticien lui dit mais pourquoi laisseriez-vous ça à la loterie de la nature, en fait? Ce qu'on peut faire, c'est vous pourriez vous accoupler 1 million de fois, vous n'auriez pas le même résultat. Il dit voilà, nous on va prendre le meilleur sur le million de spermatozoïdes qu'il y a, on va sélectionner celui qui a le plus de fitness, celui qui a le plus d'intelligence, le plus de QI, le plus de machin. Et voilà, alors du coup, c'est-à-dire qu'effectivement on élimine l'aléatoire de l'équation, et c'est vrai que ça a l'air désirable, mais c'est vrai que ça met en danger des tas de choses. C'est que du coup, on soumet la reproduction à nos désirs à nous, et du coup aux standards de beauté, à toutes les modes débiles qu'on peut avoir sur le moment. Et c'est pas, ça peut amener à des choses assez étranges. C'est-à-dire que d'un coup, l'évolution de notre espèce, d'un coup, ce serait entre nos mains, entre nos désirs rationnels et irrationnels d'ailleurs. Et ce serait plus seulement un processus naturel aléatoire comme c'est le cas aujourd'hui. Donc ça pose des questions bizarres. Et donc dans le film, c'est l'histoire de 2 frères. Et c'est un frère qui est né naturellement, et donc qui a des défauts, qui n'est pas considéré comme l'être sublime, suprême, et son grand frère, qui lui est un être parfait. Et c'est-à-dire qu'il a... Et du coup, on voit des scènes dans l'enfance où le grand frère court toujours plus vite que le petit frère. Il dit allez viens, le premier qui finit là-bas il gagne, mais c'est tout le temps lui qui gagne, c'est celui qui nage le plus loin, c'est celui qui je sais pas, a le plus de diplômes, etc., etc. Et sauf que jusqu'à un accident, jusqu'à que le grand frère finalement, celui qui est ultra fort, meurt, et son petit frère décide de prendre sa place dans un programme spatial, de se faire passer pour justement l'astronaute. Voilà. Les astronautes justement sont sélectionnés sur leur fitness, il faut qu'ils soient en forme, il faut qu'ils soient parfaits, il faut qu'ils soient en bonne santé, et le petit frère va se faire passer pour son grand frère alors que génétiquement il est déficient, enfin il n'est pas déficient mais il est imparfait en tout cas. Et tout le film est là-dessus, et sur le fait que voilà, est-ce que la génétique compte plus que la volonté parfois? Je pense que c'est ça la prémisse du thème, quoi. Quelqu'un qui le veut vraiment, qui rêve de partir, est-ce qu'il peut pas y arriver? Est-ce qu'il peut pas dépasser sa condition génétique? Et c'est un sujet assez large. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est intéressant, mais la génétique a un peu une mauvaise réputation, parce que forcément, vu l'histoire qu'il y a eu de l'eugénisme, avec le nazisme, avec tout ça à l'époque, on a du mal à appréhender ce sujet sous un angle positif. Et donc aujourd'hui, du coup, il y a une sorte de rejet complet de la génétique. Aujourd'hui même, on est dans ce qu'on appelle dans le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tous les humains naissent égaux, en faculté, en aptitude, etc. Ce qui est bien évidemment faux, parce qu'on peut le voir avec des jumeaux. Les jumeaux naissent, les jumeaux exacts, et ils ont des capacités identiques en termes de fitness, ils font les mêmes choix de vie. Donc ça pose des questions intéressantes sur le déterminisme, à quel point les gènes nous conditionnent, en tout cas, à certaines lifestyles et à certaines, je sais pas, certaines maladies, par exemple. Donc, où est-ce que j'allais avec tout ça? Je suis en train de me perdre. Bah, je peux te faire une Non, tu conclusion racontes si tu veux, mais... Ou Evan, je t'en prie. La question qui est super compliquée, c'est qu'en fait, on fait déjà de la médecine. On est déjà en train de s'opposer à la mort. Donc là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on s'oppose à la vie, entre guillemets? Est-ce qu'on s'oppose au choix naturel de la vie? Mais ça fait déjà bien longtemps qu'on a accepté que quand quelqu'un était en train de mourir, entre guillemets, c'est une erreur de la nature. Surtout si c'est de par une pathologie génétique, on pourrait se dire, c'est le destin, c'est comme ça que la personne a été faite. Et pourtant, on vient s'y opposer, on vient essayer de garder cette personne en vie. Et ça, je pense pas que ça ait rencontré une quelconque résistance. Je pense que dès lors que quelqu'un est vivant, tout le monde est d'accord pour tout faire pour essayer de maintenir cette personne en vie le plus longtemps possible. Donc pourquoi dans l'autre sens mettre de tels hauts-là effectivement sur le fait d'essayer de mettre notre grain de sel? Je me demande s'il n'y a pas aussi une peur du fait que le processus ne soit pas tant maîtrisé et qu'en fait ça fasse des individus très bizarres. Qu'est-ce qui se passerait si on était persuadé que ça se passerait parfaitement bien et que simplement juste l'humanité, au lieu de mettre 1000 ans à atteindre un nouveau stade, mettrait peut-être 100 ans, quoi. Il irait peut-être 10 fois plus vite dans sa convergence. Ce qui est sûr, c'est que par contre, on serait lié à nos biais, parce que dans nos choix, il y a effectivement voilà, la main de l'homme qui vient s'y mettre. Et donc, voilà, tu le disais très bien, Tim, avec nos choix, nos idéaux de beauté, nos idéaux de qu'est-ce que c'est qu'une personne épanouie, et est-ce qu'il faut être forcément... Les gens vont maximiser le QI. Il y a des choses qui sont aussi très compliquées à lier à la génétique. Par exemple, tu as tout ce qui est quotient émotionnel, la profondeur de conscience d'une personne. Est-ce que ça, vraiment, ça peut se rattacher à un gène? Je sais pas. Franchement, c'est vraiment une question profonde. Et moi, j'ai pas spécialement envie d'avoir que des gens à 150 de QI sur Terre. Je pense que ça serait bien plus triste
que s'il y avait la diversité qu'on a aujourd'hui. Donc, mais si on était capable de vraiment maîtriser tous ces aspects-là, est-ce que ça montrerait la même résistance? Je ne sais pas. Écoutez, regardez, avec tous ces outils, on aurait pu soigner ma dyslexie. On aurait du coup pas découvert Kalaga et du coup, nous ne serons pas partagé cette tranche de rire tous ensemble. Bah oui, ça rejoint le point d'Evan. C'est bien dit. Bien illustré, Ben. On a besoin de gens complètement débiles, sinon on se fait chier, quoi. Globalement, c'est... Est-ce que ce serait pas une belle conclusion de podcast, ça, Martin? Ah ouais, là, mec, Hein j'ai toujours les meilleures conclusions, mec. Parce que quand on arrive autour de Evan, tu n'es pas coutumier du fait, mais quand on arrive autour de 1h10, 1h12, 13 de podcast, on a souvent une petite punchline qui part. On sait pas pourquoi, c'est souvent Martin aussi qui nous la sort. Et ça fait souvent une très bonne conclusion de podcast. Pas mal. Pas mal. Maintenant, est-ce qu'on, avant de savoir si c'est ça la conclusion du podcast ou pas, est-ce qu'il y a un sujet en particulier qu'on n'aurait pas abordé, qui vous ferait plaisir d'aborder? Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'aurait pas dit, qui vous semble important et tout? Je vous avoue, j'ai pas suivi le plan du podcast particulièrement parce que les discussions étaient marrantes comme ça. J'aurais aimé qu'on survole quand même un petit peu faire le lien entre les IA et la recherche en médecine parce que c'est pas évident, je trouve, à appréhender. En tout cas, moi, j'ai eu du mal. Je dois faire partie des gros débiles qui rendent la vie d'Evan beaucoup plus rigolote. Et du coup, j'aimerais bien qu'on explique un petit peu à quoi servent les IA, comment ça accélère la recherche à travers différents aspects que vous pourriez expliquer. Si vous voulez, je peux en donner quelques-uns, hein, mais sauf si vous avez tout de suite une idée en tête et des exemples probants là-dessus. La semaine dernière, on avait évoqué, alors c'était il y a 2 semaines, pardon, mais on avait évoqué effectivement AlphaFold de Google DeepMind qui permettait d'apprendre, de modéliser, de prédire en fait des protéines qui n'existent pas à l'heure actuelle dans la nature. Et donc, ça nous permettrait de créer un peu ces briques pour, je sais pas, capturer une molécule spécifique ou la détecter ou des choses comme ça. Donc, c'est assez intéressant de voir que avant prédire une protéine, c'était un processus extrêmement long, coûteux, galère. Il y a que quelques humains sur Terre qui savaient faire ça. Et aujourd'hui, je crois qu'AlphaFold a prédit 200 millions de protéines. C'est extrêmement complexe. C'est des équations. On peut pas vraiment les résoudre avec des algorithmes faits main. Il a fallu une IA qui développe une sorte d'intuition sur la façon dont ça devrait se plier et pour arriver à les prédire. Et effectivement, ces 200 millions de protéines, elles sont réelles puisqu'on peut derrière les synthétiser et elles ont les effets prédits par l'IA, quoi. Donc c'est complètement hallucinant. Ça donne un pouvoir encore une fois dans nos mains pour créer des nouveaux médicaments, pour créer des nouveaux, je sais pas, des détecteurs, des choses comme ça. C'est ultra puissant. Exactement. Et moi, ce que je vois, c'est donc dans la recherche, effectivement, ça permet de faire du sens de beaucoup d'informations beaucoup plus vite que nous. Et d'ailleurs, il y a une grosse synergie sur cet aspect-là entre la physique quantique et l'IA, parce que donc surtout l'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique, ça permet de paralyser beaucoup de choses. En fait, ça permet de faire beaucoup de choses en parallèle. C'est vraiment ça, vraiment pour vraiment les néophytes de l'ordinateur quantique, qui est un sujet excessivement complexe. D'ailleurs, j'ai aucune conviction sur le fait qu'on va vraiment y arriver profondément à délivrer toutes les promesses qu'il y a autour de cette technologie. Mais en gros, ça permet de paralyser beaucoup de choses et en quelques secondes faire des calculs qui, avec un ordinateur classique, prendraient des milliers d'années. Donc ça permet vraiment de très bien, il y a une grosse synergie entre l'IA qui essaie beaucoup de choses très vite avec beaucoup d'informations et la physique quantique qui très vite vérifie oui, non, si l'IA a raison ou pas pour lui permettre d'apprendre très vite et donc faire du sens de très grands patterns de data. Donc déjà pour la recherche, en ce sens-là, ça nous aide beaucoup sur la recherche en médecine parce que le vivant, c'est des bases de données qui sont absolument gigantesques. On essaie de faire un peu du sens avec quelques biomarqueurs, comme je le disais tout à l'heure. Mais en fait, voilà, on peut revenir à l'origine du code source génétique d'un humain. On peut prendre tous les atomes et en fait toutes les interactions électroniques pour vraiment remonter à des niveaux de mécanismes encore plus fins sur la compréhension de la matière qui est intrinsèquement liée à la médecine. Donc il y a cette partie-là pour l'IA. Et après, l'IA, comme elle est forte pour trouver des patterns dans beaucoup d'infos, on peut très bien l'entraîner à reproduire le comportement des humains pour faire plus vite, mieux, de façon plus répétée, plus fiable, sans souffrir des biais humains. Parce que par exemple, même c'est con, mais il y a ce truc très classique de un juge ne prend pas d'aussi bonne décision à midi qu'à 16h, parce qu'à midi il a faim.
Il y a vraiment ces trucs-là. Donc en fait, on a tout un tas de biais qui viennent de nos limitations d'organismes biologiques humains. Une IA, elle n'a évidemment ni faim ni sommeil, et elle ne fait que reproduire toujours exactement la même chose. Et donc voilà, pour reproduire aussi, pour trouver des patterns dans les comportements humains, c'est très bien. Et Est-ce donc, que, pardon, l'IA, c'est un Evan, superbe compagnon, ouais. pour synthétiser, ce que tu décris, c'est que l'IA, elle va pouvoir, dans un environnement virtuel, modéliser, je sais pas, 1 milliard d'humains, leur faire vivre 1 milliard de vies, et faire et analyser leur processus biologique en fonction des critères de base qu'elle a pris pour chaque milliard d'humains différents. C'est ça, Alors, peut-être que ça peut être un truc intéressant, mais par exemple, si on prend l'exemple d'AlphaFold, parce que là, pour le coup, c'est de la spéculation, et peut-être que ça sera intéressant au moment de faire ça, pour une raison que je vois pas trop là aujourd'hui, mais ça veut pas du tout dire que ça va pas se passer. Par contre, ce qui est sûr, c'est voilà, effectivement, on a une molécule, on veut trouver un mécanisme d'action, on veut trouver une protéine qui est capable de se replier d'une certaine manière pour venir vraiment se fixer à un type d'anticorps, ce genre de choses. Nous, on n'arrive pas à le prédire, il faut faire des tests en laboratoire. Chaque test va prendre plusieurs minutes, plusieurs heures, va demander des ressources en composés chimiques, etc. Là où l'IA, elle peut tester tout un tas de configurations très 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 vite pour converger vers la bonne solution d'une façon complètement virtuelle, sans aucun coût, à part des coûts d'électricité de serveur. Très clair. Et donc la question initiale, c'était de savoir un peu quel rôle vont avoir les IA dans cette course à la longévité. C'était un peu ça, non, la question de base, non? Ouais, bien sûr. Bah, moi, ma réponse du coup sur cette question-là, c'est l'IA, c'est un super compagnon pour les chercheurs parce que ça donne beaucoup plus rapidement des réponses aux questions que se posent les hommes. Et deuxièmement, ça permet d'être de très gros compagnons des médecins pour assurer une fiabilité, une reproductibilité et une rapidité dans la prise de décision. Parce que c'est ce que font les médecins en permanence, c'est prendre des décisions sur la base de data qui viennent des patients, que ce soit une image, que ce soit des résultats d'un test sanguin, que ce soit par rapport à un examen clinique. Voilà, est-ce que tu as de la fièvre? C'est quoi ton poids? Est-ce que tu as pris du... Enfin voilà, toutes ces questions-là que pose un médecin. Bah, une IA, en fait, c'est faire ça, peut apprendre des meilleurs médecins du monde et derrière, en une fraction de seconde, être capable de donner les mêmes réponses que ce que eux donneraient. Et donc, enfin voilà, rendre un diagnostic d'extrême qualité, ultra cheap et une commodité. Et donc faire ce qu'on a dit un peu plus tôt, réduire les chances de mourir, quoi, en gros. Exactement. Pour vieillir longtemps, il faut ne pas mourir. Et avec ce diagnostic. Du coup, avec les IA, tu peux avoir un diagnostic méga personnalisé et fini les ordonnances en mode c'est 2 cachets par jour, un matin, midi et soir, ça va être c'est tant de milligrammes pile pour toi, etc. Est-ce que on va aller vers des mix pour soigner des maladies classiques qu'on a tous les jours? Est-ce qu'on va avoir peut-être des nouveaux médicaments beaucoup plus personnalisés? Je sais pas. Tu es en train de réinventer Theranos là. Mais effectivement, c'est exactement ça. Let's go. Je réinvente le scam ultime. Super, merci Evan. donc for sure, exactement, bien sûr. Bien sûr que moi je prends la même posologie, je fais 80 kilos, je prends la même posologie de Doliprane que ma copine qui en fait 55 quoi. Il y a des trucs comme ça, juste sans aller chercher très loin sur des pathologies très exotiques. Il y a c'est évident une incohérence, mais qui n'est pas très grave, dont on se fait, mais qui effectivement sur des pathologies plus extrêmes, plus exotiques, peut faire une vraie différence. Donc bien sûr que le futur c'est ça. Tim, tu me refilais pas pardon, excuse-moi, mais t'avais des sortes de gummies imprimés en 3D. Ouais. T'as ça. Ouais, il y a une époque, j'avais des vitamines effectivement que je me faisais livrer, je testais ça. Des vitamines qui étaient effectivement imprimées en 3D. Ouais, c'était des sortes de pâtes à fruits imprimées et du coup tu peux choisir ton mix de vitamines exact. Tu dis je veux tant de vitamine A, D, etc. Donc je prenais de la A. Je connais la meuf qui a fait ça, ouais. Ouais. Et je prenais ça pour les yeux effectivement parce que je me rendais compte que le soir j'avais du mal à voir dans le noir. Et d'ailleurs c'est ChatGPT qui m'a aidé, qui m'a dit spécifiquement si tu vois pas dans le noir et que c'est pas un problème physique, tu vois, de la forme de ma lentille, tu vois, de mon œil, et c'est un déficit de vitamine A, quoi. Et du coup, j'en ai pris, et du coup, ça y est, le soir, je peux voir, je suis plus fatigué, quoi, tu vois. Mais avant, effectivement, le photorécepteur était crevé le soir, j'avais un manque de vitamine A, une carence, je sais pas, alors soit je la digère mal, soit j'en ai pas dans mon alimentation, mais le fait est qu'il me manquait. Donc ouais, je me suis imprimé un petit stack custom comme ça de vitamines à l'époque là, parce que si je suis à Londres, la vitamine D il y en a pas des masses. En plus je suis un nerd, je sors pas beaucoup dehors, donc il me fallait un peu de fake soleil, tu vois, du soleil en pile comme ça à me prendre. Voilà. Donc ouais, effectivement j'avais ça à une époque. Ouais. Ah, c'est incroyable ce truc. Je connaissais pas du tout.
On passe du gars qui connaît la meuf directement qui a fait ça au gars qui connaît même pas la gueule imprimée en 3D. Voilà, deux niveaux de connaissance dans le domaine. C'est génial. Mais maintenant, Ouais, mais toi, bon, t'es je me un suis expert en recalibré. boissons énergétiques, Ben, ce qui n'est pas rien. Exactement. Ah oui, vous voulez que je vous en parle un peu? Non, Non, ça ira. Bon. non, c'est bon. Je crois que. Bon bah tant pis. Hein. Une autre Du fois. coup, ok, pour conclure, Evan, est-ce que tu dirais que si on élimine un peu les low hanging fruit, comment on dirait ça en français? Les, Les raisons évidentes, ouais. Enfin, je sais pas exactement ce que Les, tu veux dire. les fruits qui pendent de bas dans l'arbre que tu peux attraper et que tu peux manger à moindre coût. Voilà, il n'y a pas besoin d'escalader l'arbre, ils sont là, Ouais. il y a juste à les cueillir. Donc il y en a plein, comme tu disais, le fait que par exemple le Doliprane, tu prends les mêmes doses que ta copine, c'est vrai que c'est ridicule. On est en 2024, on devrait customiser les choses de façon très précise. Donc ça, c'est ce que j'appelle un low hanging fruit, quoi. Et j'imagine qu'il y en a plein dans la santé comme ça. Et donc, si on élimine le cancer, par exemple, et les maladies cardiovasculaires, enfin les 2 grosses causes de mort dans le monde, les chances de vie, elles montent à quoi? Elles monteraient à 90 ans, 100 ans, 110 ans. À l'heure actuelle, on gagne presque 6 mois d'espérance de vie par an, un truc comme ça, je crois. Ah ouais? Enfin, peut-être 3 mois, il faudrait que je regarde. Mais je crois que c'est hallucinant. Tous les ans, on gagne 3 mois d'espérance de vie. Enfin, je sais plus. C'est juste énorme, en tout cas, beaucoup plus que ce qu'on pense. Ouais, donc effectivement, alors après, il y a quand même il y a plein de questions derrière ce que tu dis, parce que par exemple, je reprends toujours le cas des personnes en surpoids qui vont souffrir chroniquement de pathologies. Donc, est-ce que quand tu dis les retirer, tu retires les causes de mort subite, comme par exemple un anévrisme du myocarde, bah, d'un coup, tu fais une crise cardiaque. Voilà, tu as 45 ans, tu es en bonne santé, à un moment, tu as ton sang qui n'est pas assez fluidifié, et un truc, ça passe pas, ton organisme n'est plus oxygéné, tu meurs très rapidement. Ça, effectivement, c'est des choses qu'on peut, avec de la prévention, etc., arrêter. Voilà, tout ce qui est chronique, ça va quand même être plus compliqué. Et je pense que ça va passer par le fait de guérir plutôt les causes, pardon, les root causes, oui, donc c'est ça, donc les causes vraiment profondes, plutôt que les conséquences. Et ça, pour moi, c'est le plus gros low hanging fruit, c'est vraiment le lifestyle. C'est le lifestyle et c'est ce que tu manges. Mais après, derrière, le deuxième layer après ça, quand on retire tout ce qui est chronique et qui peut être réglé par le lifestyle, effectivement, il y a une autoroute grâce à la technologie pour d'abord retirer ce qui est subi avec des grosses conversions en mortalité. Et puis derrière, le dernier pilier, ça sera le vieillissement biologique. Ok. Et du coup, la vision pour Chipiron dans 50 ans, c'est quoi? C'est comme des photomatons, tu rentres, tu te fais scanner, tu ressors, t'as ta data Tu en l'as live, sur ta table de chevet, boum, tous les matins. Ouais, alors dans ton lit. franchement, ouais. Il y a beaucoup de possibilités. Je pense que c'est une techno qui restera toujours quand même globalement un peu chère. Elle coûtera plusieurs dizaines de milliers. Ça va être assez dur pour tout le monde d'avoir son IRM chez lui ou chez elle pour l'utiliser toute seule. Maintenant, ça sera beaucoup plus accessible. Moi, je le vois dans 50 ans chez beaucoup de médecins, un peu comme chez les ophtalmos, tu vois, tu as une salle des machines où tu vas faire tout un tas de tests. Bah, de la même manière, chez le rhumatologue, chez le cardiologue, chez le neurologue, bah, tu as une machine, un peu comme voilà, l'évolution qu'on a vue sur l'écho, qui avant était uniquement utilisée par le radiologue. Maintenant, c'est très rare que ce soit un radiologue qui nous fasse une écho. C'est un gynéco, c'est un médecin généraliste, voilà, il y a vraiment tout un tas de patients, les urologues, etc. Ça s'est énormément démocratisé parce que les coûts ont baissé, parce que la compétence, en fait, tout le monde a un peu monté en compétence aussi, et parce que l'IA arrive également et fait des diagnostics ultra simples, ultra simplement, et donc à peu près n'importe qui peut utiliser une sonde. Aujourd'hui, il y en a qui coûtent 2000 balles que tu mets dans la poche, et tu les sors vraiment comme un iPhone, et tu mets sur le patient et sur ton iPhone en Bluetooth, tu vois en live le truc avec le diagnostic qui est proposé. Une sonde Vraiment écho? démocratisé. Ouais, une sonde écho, ouais, exactement. Ok, ah, ok, non. Donc ça, c'est un truc qui existe. Et donc pour Chipiron, on va faire la même chose pour l'IRM, qui restera toujours plus bulky que de l'échographie, parce que le processus sous-jacent est quand même beaucoup plus complexe. Mais une ultra accessibilité, et évidemment, à 50 ans, je pense à 100% interprété par des IA. À moins de cas un peu plus edgy, où là, tu as vraiment besoin d'un follow-up avec une thérapie particulière, etc., où il y aura toujours l'humain d'impliqué. Mais pour le check-up un peu classique, comme quand on va chez le médecin qu'on ne se sent pas trop bien, l'IRM, ça fera partie du lot. Il y aura un diagnostic en 2-2, des prédictions, des scores également, de probabilité de développer certaines pathologies, qui je pense que ça vont avoir du gros impact. Mais ouais, c'est ça que je vois, ouais, effectivement. Ok. Et du coup, Chipiron dans 50 ans, ça aurait sauvé combien de personnes? Oh putain, alors là, j'ai cette métrique en plus. Où est-ce que merde, je l'ai plus. J'avais fait ce calcul à un moment. J'avais commencé. Il y a 2 calculs qui m'intéressent. Alors
combien de personnes ça sauve, c'est hyper compliqué parce que comment est-ce que tu lis mais par contre, c'est le nombre d'examens d'IRM permis par Chipiron. Donc je crois que c'est dans mon BP. Alors attends, je peux le trouver rapidement si vous meublez un petit peu. Bien sûr. Je peux. Et on peut couper, hein, Evan. On n'a même pas besoin de meubler. Ben non, mais c'est bon, je l'ai. Donc là, tu vois, typiquement en 2035, normalement, on unlock 16 millions d'examens annuels supplémentaires avec les perspectives de déploiement. Donc c'est un peu difficile. Je crois qu'aujourd'hui, des examens annuels, c'est l'ordre de la dizaine de millions aujourd'hui en France. Donc on est vraiment sur. On vient matcher. Tu doubles on est entre capacité, 10 et 100%, voilà, effectivement. Ouais. On est entre 10 et 100% d'augmentation de la capacité en France dans à peine 10 ans, quoi. Mais toi, idéalement, tu verrais quoi? Tu verrais 100 millions de scans par an, quelque chose comme ça Il faut le plus possible. Le plus possible. Ouais. Il faut déployer un max. C'est clair que moi, je suis persuadé que plus d'examens IRM égale à long terme moins de dépenses de frais de santé. Si vraiment on reste dans un point de vue purement capitaliste. Après, derrière, guérir quelqu'un ou anticiper une pathologie et éviter que cette personne la développe, ça n'a pas de prix. Mais d'un point de vue communiste, ça donne quoi? Bah voilà, c'est celui-là. Allez, on coupe. Mais en tout cas, bravo Evan pour ta boîte, ce que tu fais et tout le savoir que tu nous as gratuitement dispensé. Bah écoute, c'était très très agréable comme moment, vraiment. Moi, je me suis éclaté perso, j'étais avec 3 potes, on a déliré sur un sujet. Voilà. Et tu es notre premier invité, mec. T'es le premier. Tu es le premier guest. Ouais. Je rentre dans la légende, instantanément. Littéralement. Tu fais partie intégrante du lore du podcast maintenant. Et c'était un plaisir justement de faire que ce premier invité soit toi, parce que tu as une particulière aisance et une particulière sympathie qui rend la chose beaucoup moins stressante pour nous trois en plus. Là c'est vrai, comme tu dis, on avait un pote en plus dans le podcast et c'est trop cool. Je pense pas que ce sera toujours le cas, il y aura des fois où il y aura des guests ultra passionnants mais un peu plus délicats à aborder. Je ferai peut-être moins de blagues de dyslexie. C'était pas une blague, je me suis vraiment planté. Bref. Mais en tout cas, merci, c'était vraiment très très chouette et j'espère que les auditeurs ont apprécié. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je sais pas, parfois vous en laissez sur Spotify des commentaires, ce qui est complètement bienvenu. Mais je savais même pas que ça existait, les commentaires Spotify, maintenant je découvre. Sur YouTube, vous pouvez laisser, vous pouvez suivre l'aventure un peu partout. Evan, est-ce qu'on peut te trouver quelque part? Toi, est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais partager? Ouais, bien sûr. Moi, je suis assez présent sur Insta, c'est quand même le réseau social principal sur lequel que j'ai développé, donc c'est Ravelkel. Mon nom partout de toute façon c'est Ravelkel, R-A-V-E-L-K-E-L. On le mettra en description. Et sinon j'ai une chaîne YouTube qui n'est plus active pour l'instant, mais que je prévois bien sur laquelle je prévois bien de reposter à fond la caisse une fois que j'ai trouvé un angle qui me satisfait. Et pareil, c'est Ravelkel sur YouTube. Et c'était sur quel sujet? J'ai aucune idée que tu étais youtubeur. Entrepreneuriat et développement personnel, on va dire, avec une pointe plutôt orientée spiritualité, on va dire. Enfin, en tout cas, moi, c'est des sujets qui me parlent. C'est un sujet très, très, très vaste. Mais en tout cas, voilà, moi, j'avais une approche qui, je pense que quand tu regardes 2-3 vidéos, tu comprends tout de suite ce que je veux dire par là. Et voilà, et je pense que je vais l'orienter complètement entrepreneuriat et laisser un peu tomber les aspects dev perso et spiritualité qui viendront teinter, on va dire, le contenu entrepreneuriat, mais ça sera beaucoup plus assumé dans cette direction-là. Ça transpire toujours un petit peu, ta personnalité et qui tu es transpire toujours même si tu parles de bagnole ou des mécaniques, tu vois, ça infuse toujours un peu, donc t'as pas nécessairement besoin peut-être de te remettre l'accent dessus, ça sera là, j'en suis sûr, et ça sera stylé. Je serai le premier abonné si... merci beaucoup Benjamin, ça fait très plaisir, je te suis depuis longtemps, donc ça fait très plaisir d'entendre ça. Ah trop cool, vas-y, mais trop chouette, trop hâte que t'arrives dans le game là, je suis... parfait. Super, écoute, si tu veux regarder les vidéos qui existent déjà et me dire ce que t'en penses, avec grand plaisir, lâcher un petit com, voilà quoi. À fond, je te ferai un retour là-dessus avec grand plaisir. Trop bien. Les amis, c'était un podcast particulièrement plaisant, j'ai adoré. Quelqu'un veut faire un mot de la fin, une conclusion épique? Martin, t'es le spécialiste de ça quand même, mais... J'en ai pas. C'était quoi celle que j'ai dit juste avant? Ah oui, il faut des idiots pour rigoler. Il faut pas que la génétique fasse en sorte qu'on ait tous 180 de QI, sinon ça va être très très chiant. C'est ça l'idée. Si vous voulez, j'ai quelque chose à dire. C'est que si aujourd'hui vous souffrez, si aujourd'hui vous êtes malade, vous avez quelque chose où il n'y a pas de solution tout de suite, accrochez-vous parce que c'est possible que dans 5 ou 10 ans on débloque la situation. Voilà, ça vaut le coup. Il y a plein de gens comme Evan qui travaillent sur ça tous les jours. Il y a des gens qui ont dédié leur vie pour essayer de trouver des solutions. Et donc voilà, si vous êtes en état de souffrance, si vous êtes malade pour X raisons, que ça paraît être sans issue, sachez qu'il y a des millions d'humains qui sont dessus. Donc je trouve que c'est une bête de conclusion.
Ouais. Qu'il est fort. Franchement, c'est très très vrai, c'est excessivement vrai. Et ça donne du baume au cœur et c'est la charge positive qu'il nous fallait pour terminer ce podcast. Donc ce soir, la palme de la conclusion revient à Tim. Ouais, Martin, tu franchement, alors donnes là, ta vraiment, ceinture. Tu donnes ta ceinture, Tim. Quelle légende. Ben, merci à tous les amis, c'était Charge Positive sur Merci YouTube, beaucoup. Spotify et sur Apple. Je vais faire ce qu'il faut pour que ça soit sur Apple, je vous le promets. À très bientôt tout le monde. Ciao ciao ciao. Ciao. Ciao.